que les médecins nous appellent au petit matin pour nous demander de venir. Ils nous disent évidemment rien au téléphone, mais nous, sur le chemin, on sait. Évidemment qu'on sait. On sait, mais moi, je me dis une seule chose, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Il peut pas être mort parce qu'on peut pas perdre 3 enfants. On perd pas 3 enfants. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Anne-Dauphine Jullian. C'est une mère de famille qui a 4 enfants et qui va nous raconter le décès de 3 de ses enfants. Elle va nous expliquer comment elle a réussi à tenir le choc malgré la douleur et tout son parcours. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Ajouter de la vie au jour ». Elle vient nous raconter son histoire. C'est Anne-Dauphine Jullian sur Légende. Bonjour, je suis Anne-Dauphine Jullian. Je viens vous raconter sur Légende les drames que j'ai vécus, la mort de 3 de mes enfants. Mais je viens pas que vous raconter la souffrance. Je viens vous raconter le printemps qui revient après l'hiver. Bienvenue Anne-Dauphine, merci. Je vais reprendre le clap. Merci beaucoup. Vous êtes rodée aux interviews, vous en avez fait. Ouais, et puis j'ai pas le trac et je suis... Vous n'avez pas le trac. Jamais. Vous avez la voix posée. Merci d'être là pour raconter. Votre livre est sorti aux éditions qui s'appellent Les Arènes. Ajouter de la vie au jour. Voilà, je mets le lien cliquable. On va écouter toute votre vie Anne-Dauphine, mais si vous voulez le chercher, il est dans le lien donc, cliquable sous la vidéo dans la description. Et pareil, un podcast audio dans la description de Spotify, Deezer ou d'Apple Podcast. Voilà, merci de faire de Légende, premier podcast de France. D'ailleurs, au jour du tournage encore, merci beaucoup à tout le monde. Pourquoi vous avez voulu raconter tout ça pour comprendre, je vous ai posé aucune question avant. On s'est parlé le minimum pour essayer d'être le plus frais possible. Parce que vous me dites, enfin, vous me disiez tout à l'heure, si jamais vous me posez les questions avant pour me préparer, bah, je ne vais pas être naturel, etc. Pourquoi est-ce que vous avez écrit tous ces livres, ces documentaires? On va revenir sur votre parcours. C'est vrai que mon histoire, elle est très singulière. Heureusement, aujourd'hui, il y a peu de gens qui perdent 3 de leurs enfants. Moi, j'ai eu 4 enfants, donc mes 3 aînés sont morts. J'ai pas écrit pour raconter ma vie, à proprement parler. Mais j'ai écrit parce que j'ai une intime conviction, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres, connectés si vous préférez, mais liés les uns aux autres. Et qu'en fait, ce qui se passe dans la vie des autres, ça nous concerne parce que c'est la vie avec un grand V. C'est une expérience de vie et qui peut rejoindre chacun, non pas parce qu'il va vivre la même chose, mais parce que c'est une expérience de la souffrance, de la peine, de la joie, de l'amour, de tout ça. Et moi, j'ai eu envie de partager ce chemin de vie avec d'autres que juste ceux qui l'avaient vécu. C'est des messages de gens qui c'est déjà arrivé malheureusement, des parents qui vous écrivent pour vous remercier après pour le livre, pour votre parcours? Vous imaginez pas, mais c'est incroyable. Alors j'essaie de répondre à tous, ça me prend beaucoup de temps, mais où je mets un petit cœur, un petit smiley, ou un petit mot un peu plus adapté. Oui, et ce que je trouve le plus touchant, c'est que les mots, ils disent pas bravo, ils disent merci. Et moi, j'arrive, bon an, mal an, moi, ça fait des années, hein, donc j'arrive à parler de la souffrance. Je l'assume, la souffrance, maintenant. Je l'arrive à en parler en toute simplicité et je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert et qui n'ont jamais eu l'espace pour le dire. Juste de dire, bah, moi, je suis triste et ma peine, elle est légitime. Et le fait que j'en parle, il y a des gens parfois qui m'écrivent juste leur douleur, qui m'écrivent leur... Et puis aussi leur joie, qui me disent, bah, ajoutez de la vie au jour, vous me permettrez aussi d'ajouter de la vie à mes jours heureux et pas que malheureux. On va parler de votre parcours complet, donc on va parler aussi des jours heureux. Et parfois, dans les moments tristes, il y a des moments heureux, étonnamment... ce que vous racontez, enfin, on va revenir sur... C'est très humain, hein, tout ça. Vous avez fait un documentaire, on en parlera aussi tout à l'heure, en 2017, qui s'appelle « Et les Mistral gagnants ». Vous êtes parti filmer des enfants atteints de la même maladie que ceux que vos 2 enfants ont eu. Ça s'appelle la leucodystrophie. On va y revenir, si vous voulez bien. Juste, vous êtes né le 23 novembre 1973 à Paris. Vous êtes une vraie Parisienne? Oui, enfin, j'ai des origines provençales que je revendique beaucoup, marseillaise même. Ça s'entend plus, mais j'ai plus l'accent. Hein. Non, j'ai plus. De temps en temps, ça m'arrive. Quand je parle avec ceux qui ont l'accent, je le retrouve un petit peu. Mais oui, sinon, je suis une vraie Parisienne. Vous avez eu quelle enfance? Quel type d'enfance? J'ai eu une enfance d'abord en Haute-Provence. Donc, je pense qu'on est déjà privilégié quand on grandit en Haute-Provence, un peu au milieu de la garrigue et éloigné de la fureur du monde. J'ai eu une enfance très heureuse. Enfin, en tout cas, c'est le premier mot qui viendrait pour parler de mon enfance. J'ai une enfance joyeuse, au sein d'une famille joyeuse, assez exubérante, assez sympa, avec des parents qui étaient je trouve, très ouverts à toutes nos originalités. Voilà. Et moi, j'étais une petite fille assez originale. Et mes parents, au lieu d'essayer de me faire rentrer dans un moule, voilà, je les ai toujours sentis heureux de voir mon originalité, ils l'ont laissé s'épanouir. Vous avez 2 sœurs, c'est ça? Ouais. Vous êtes 3 filles.
C'est important parce que vous avez une sœur souvent au téléphone, on va revenir, c'est important pour comprendre la construction. Vos rapports très proches avec elle, deux? Oui, des rapports assez proches, surtout avec ma plus jeune sœur, parce qu'on a à peine 1 an d'écart, on est un peu comme des jumelles. Et puis ma sœur aînée, que j'adore, hein, mais elle a rencontré l'homme de sa vie très jeune et elle est partie de la maison, donc on s'est moins construit dans l'adolescence ensemble. Mais oui, je suis très proche de mes sœurs et je trouve que c'est une immense chance d'avoir cette famille avec elle. Je trouve qu'en famille, on n'a pas besoin toujours de tout dire. Parfois, c'est plus compliqué, la peine en famille, mais avec elle, au moins, il y a quelque chose qui passe hyper spontanément. Quand vous êtes petite, vous avez 7 ans, vos parents vont adopter un garçon qui a 4 ans à l'époque, et un deuxième après, quand vous allez avoir 10 ans, donc 3 ans plus tard. Comment ils s'intègrent dans la famille? Comment vous les intégrez, même avec vos sœurs? Alors pour nous, c'était très naturel. C'est marrant parce que moi, j'étais petite et je savais comment on faisait les bébés déjà. Enfin, ça me disait quelque chose, mais pour moi, c'était pas un problème d'adopter. C'était tout à fait une possibilité. C'était aussi naturel, finalement. Enfin, tel que ça m'a été présenté et tel que je l'ai vécu. Ils se sont... enfin, je vais parler de l'aîné, surtout 4 ans, c'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'il a déjà eu un parcours de vie, il a déjà eu toutes ses premières années dans un orphelinat en Alsace, il a grandi là-bas. Et en fait, nous, avec mes sœurs, on l'embarque directement, on l'installe dans nos chambres, on lui présente tout, et il fait partie tout de suite de notre famille. Mais pour lui, c'est pas si évident que ça, en fait. Il faut plus qu'on l'apprivoise que ça. Et il m'a donné une très grande leçon, mon frère, parce que lui, ce qui était difficile pour lui, c'était d'accepter d'être heureux. Parce qu'il avait été très malheureux à l'orphelinat où il avait grandi. Et en fait, il avait peur de ce bonheur. Il avait peur que le bonheur s'enfuit. Vous savez, quand on se dit, mais c'est fragile, le bonheur, il vaut peut-être mieux pas être heureux, comme ça, au moins, je ne serais pas déçue. Et alors, il était très heureux dans les tout petits trucs du quotidien, il n'y a pas de problème, hein, quand on faisait des farces et des trucs comme ça. Mais les grands moments de bonheur, ceux qui dilatent le cœur et qui nous rendent un peu fragiles, un peu vulnérables, les Noëls, les anniversaires, en fait, il gâchait toujours tout, il faisait des crises, il n'était pas content. Et voilà, et je crois que c'est aujourd'hui mon professeur pour être heureux. C'est vrai? C'est lui qui m'a appris parce qu'il a apprivoisé aussi. C'est cette confiance qu'il a eue. En fait, oui, c'est un grand risque d'être heureux, c'est un grand risque d'aimer, mais c'est quand même ce qui nous fait le plus de bien. Donc petit à petit, il a appris à être heureux, autant qu'il peut, hein. Il a appris. Et le premier Noël où il a été vraiment, vraiment heureux, pour moi, c'est quelque chose auquel je me réfère régulièrement, moi aussi, pour apprendre à ne pas avoir peur d'être heureuse. Sondage IFOP 2022, 50% des femmes, pour 50% des femmes, être maman n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. Vous avez toujours rêvé d'être mère depuis petite, ou ça arrivait un peu sur le tard? Ça dépend des femmes. Alors, je pense pas que j'en ai rêvé, c'était pas mon rêve absolu. Il y a des femmes hein, pour lesquelles vraiment, qui se disent très jeunes qu'elles vont être mères. Moi, je pense pas, parce que j'étais assez phobique de la grossesse et de l'accouchement. Enfin, c'était quelque chose qui me paraissait, pour le coup, pas du tout naturel. Je me disais, mais avoir quelqu'un dans son ventre, c'était, bon voilà, bref, assez aberrant. Et du coup, je pense que ça entravait un peu mon envie de maternité. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme, Loïc, qui est l'homme de ma vie depuis 25 ans, et encore pour au moins autant que ça. Et vraiment, avec lui, je me suis dit, ouais, avec lui, l'envie d'avoir des enfants, était plus forte que mon appréhension de la grossesse. Bon, je n'ai pas forcément adoré mes grossesses, mais c'était naturel tout d'un coup d'avoir des enfants avec lui. En 99 ? Ouais. Vous le rencontrez, c'est ça? Vous vous mariez tout de suite? Ouais. C'est un truc improbable. Combien de temps après? 1 an. Ah waouh, ouais. C'est juste le temps de préparer un mariage, quoi. À peine. C'était pour. Mais c'est parce qu'il nous est arrivé un truc auquel je ne croyais pas, un coup de foudre. C'est-à-dire que j'ai vu cet homme, on m'a présenté, on m'a dit son prénom, et il y a quelque chose au fond de moi qui a dit, ok, tu vas passer ta vie avec cet homme-là. Alors après, je l'ai choisi différemment. C'est pas juste, ça m'a pas été qu'imposé. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'au même moment, il s'est dit la même chose. Donc ça a été ouais, c'est quand même plus pratique. Mais donc ça a été comme une espèce d'évidence entre nous. C'est pas pour ça que le parcours est facile, hein. Mais c'est aussi quand la vie a commencé un peu à nous bousculer, on s'est beaucoup référé à ça. Il y a quelque chose qui instinctivement nous a attirés. Enfin voilà, il y a eu cette évidence de l'amour. Il faut jamais qu'on l'oublie, cette évidence de l'amour. Vous parlez de famille tout de suite, ou ça met du temps avant de vouloir avoir des enfants? Quand on tombe très amoureuse et très amoureux, coup de foudre, est-ce qu'on a tout de suite envie de faire des enfants? On n'a pas beaucoup parlé parce que, on n'a pas tout planifié. C'est pas dit. Moi, j'ai le sentiment que tout est venu assez naturellement. En fait, on s'est mariés, puis 1 an et demi après, on a eu Gaspard. Moi, j'avais 28 ans, ça me paraissait être un bon âge. Professionnellement, c'était tout à fait compatible à ce moment-là.
Mais par exemple, on s'est jamais dit, bon, ben, on va se marier, on va avoir tant d'enfants, on va faire ci, ils vont s'appeler comme ça. Je pense qu'on est tous les deux, on a cette espèce, pas d'insouciance, mais on s'est toujours dit, bon, on verra ce qui se passe. Et... Gaspard rêve en 2002, premier enfant. Vous l'avez à quel âge? 28 ans. 28 ans. La grossesse se passe bien? Non, enfin, c'est pas si vieux que ça, 28 ans aujourd'hui, hein, à Paris. C'est même assez jeune. Ouais, ben moi j'avais l'impression que c'était pas si jeune que ça, mais si, en fait, bon, je sais pas, c'était le bon moment. En tout cas, ça a peut-être évolué, mais maintenant c'est. Ouais, je crois que la moyenne d'âge est au-dessus de 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le nombre d'enfants est inférieur à 4 aussi, donc voilà. 1,9. Ah oui, bon, ouais, j'ai fait 2 fois ça. D'ailleurs, quand ça passe en dessous de 2, il y a un problème. Oui, c'est vrai, ouais. Mais non, la grossesse, oui, en fait, la grossesse s'est très bien passée, mais pas pour moi. Enfin, j'ai eu une grossesse quasiment sans problème, mais pour moi, c'était problématique parce que j'étais dans cet état que je redoutais depuis le début. Et d'ailleurs, j'ai mis 48 heures à accoucher. Je pense que j'avais tellement pas envie d'accoucher que l'accouchement était un peu compliqué, voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui résistait en moi. Vous avez Gaspard, vous allez avoir Thaïs 2 ans après, votre première fille, du coup. Comment ça se passe, la naissance? Pareil, vous êtes habitué, vous avez moins peur quand on est maman, on accouche une fois, la deuxième fois, c'est tranquille ou on est toujours un peu stressé? Moi, j'étais stressée les 4 fois, autant. C'est vrai? Ouais. C'est pas un moment de plaisir, hein? Non, alors vraiment pas. Pour certaines femmes, ça l'est. Moi, absolument pas. Enfin, après, voilà, je suis contente d'avoir mon bébé, mais c'était pas... non, voilà. Bon, ça s'est passé très rapidement. Pour le coup, Thaïs, ça s'est passé très rapidement, sans problème. Elle avait beaucoup d'énergie petite, vous disiez? Incroyable. Non, mais... Et puis moi, quand je savais pas que c'était une petite fille, et j'ai adoré avoir Gaspard et avoir ce premier enfant, mais vraiment, quand j'ai vu ma petite fille, j'ai eu quelque chose qui s'est dilaté dans mon cœur. J'avais une fille, quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Enfin, à partir du moment où je me suis dit que j'avais voulu avoir des enfants, je voulais avoir une petite fille. Un mini-vous? Un mini-moi. Moi, je suis hyper coquette, vraiment hyper... Et je me suis dit, avec un peu de chance, elle va aller faire du shopping avec moi, on va se comprendre à ce niveau-là. Et alors elle était vraiment marrante parce que... Alors je peux pas tout relire après ce qui s'est passé après, vous voyez, je peux pas tout... Mais elle avait une énergie petite, mais c'était incroyable. Elle avait une espèce de boulimie de vie. Elle faisait une bêtise à la minute, elle riait toujours à fond, enfin elle faisait tout avec enthousiasme, quoi. Elle pleurait avec des larmes de crocodile, quand elle riait c'était aux éclats. Elle avait quelque chose quand même, une vitalité qui était très surprenante. C'est à l'âge de 2 ans, c'est ça, où vous voyez qu'il y a une différence et que vous allez comprendre qu'elle est malade pas tout de suite d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous remarquez? En fait, j'ai remarqué quand elle avait 1 an et demi, j'ai appris le jour de ses 2 ans, mais à 1 an et demi, c'est vraiment l'image de carte postale. On se balade sur la plage avec Loïc, Gaspard qui a 3 ans et demi, qui court devant, Thaïs qui a donc 18 mois, qui sait marcher déjà, qui est devant moi, et je suis là avec mon homme au coucher du soleil, vraiment. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on est heureux, c'est vraiment cette vie parfaite, hein, parce qu'on avait coché des cases, et pour moi c'était ça le bonheur. Et puis je regarde avec émotion, beaucoup de parents font ça aussi, les pas de Thaïs sur le sable, parce que c'est trop mignon, c'est tout petit, quoi. Et là je vois qu'il y a un éventail sur le pied gauche. En fait, à chaque fois qu'elle pose son pied, il part sur le côté. Et j'ai détesté. J'ai pas du tout pressenti quelque chose de grave, mais j'ai pas du tout aimé cette imperfection parce que ça me faisait peur. Je me suis dit, mais si elle marche pas bien, Puis je me suis dit, ça va être de la rééducation. Voilà, donc je commence à m'en inquiéter. Loïc me dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. Et puis, quelque chose au fond de moi me dit, non, ça va pas. Et puis, on va voir un orthopédiste qui nous dit qu'elle n'a rien au pied, mais qu'elle a en effet quelque chose. Donc il y a un truc qui n'est pas normal, quoi. Il y a un truc qui n'est pas normal, mais elle est absolument normale. Elle est même plutôt en avance par rapport à son âge, parce qu'à 18 mois, elle dit déjà des gros mots, vous voyez, donc elle est plutôt bien développée. Et puis voilà, les mois passent, et puis le jour de ses 2 ans, on nous annonce qu'elle a une maladie épouvantable. Mais en la nommant tout de suite, ils savaient avec elle, il n'y avait pas de doute? Ah, il y avait zéro doute, ouais, zéro doute. Et heureusement, enfin, je veux dire, à la fois un nom qu'on n'a jamais entendu prononcer parce que c'est une maladie extrêmement rare, une leucodystrophie métachromatique. Ça ne nous dit rien, mais au moins, quand on apprend que son enfant a une maladie orpheline, le mot orpheline, c'est dur à entendre. Mais au moins, il y a un nom. C'est pas une maladie inconnue et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on sait ce qui va se passer et c'est juste l'enfer. Enfin, c'est le cauchemar de tout parent. Mais au moins, quelque chose est nommé. Parce que c'est une maladie mortelle. Oui. À coup sûr, il n'y a pas de guérison, En tout cas, dans la forme de Thaïs, la leucodystrophie métachromatique infantile, quand elle se déclare si petite, je crois qu'aujourd'hui, on ne la soigne toujours pas. Qu'est-ce qu'une maladie orpheline? Ça veut dire quoi? Qu'il y a peu de cas, très peu de cas. Alors, je ne peux pas vous dire combien exactement, mais
Je pense dans la maladie de Thaïs, dans sa forme, c'est une centaine d'enfants en France. C'est de cet ordre-là. Avec en plus une espérance de vie qui est courte. Hein. On nous dit, elle a 2 ans, le jour vraiment 2 ans, c'est le jour de son anniversaire. Et on nous annonce ça, et on nous annonce qu'elle va vivre quelques mois. Et qu'au cours de ces quelques mois, elle va tout perdre. Oh là là. Elle va perdre tout ce qu'elle a appris, et tout l'inné aussi. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas que mon enfant va mourir, c'est un choc, mais c'est totalement irrationnel. Enfin, pour moi, c'est impossible. Je l'intègre pas, ça. J'ai personne qui est mort dans mon entourage, à part mes grands-parents, à des âges honorables. Et on me dit que mon enfant va mourir. Je l'entends, ça explose en moi, mais je me dis non, c'est n'importe quoi. Mais quand on me décrit ce qui va arriver avant son décès, en fait, c'est ça qui me fait peur. Parce que je me suis dit, elle est dans une pleine lancée, elle a tout appris, comment elle va pouvoir tout perdre, et comment, moi, j'accompagne un enfant qui désapprend. Moi, je sais assez instinctivement l'aider à marcher en tenant le doigt. Personne m'a appris à le faire, mais je sais le faire. J'ai appris à l'aider à manger toute seule, à parler aussi. Mais comment on apprend à désapprendre? Comment on apprend à lâcher tout ça, en fait? Et ça, c'est hyper angoissant pour moi. Parce que petit à petit, elle va perdre en fait ses facultés, c'est ça? Tout. Cette maladie? Tout, et elle va perdre la parole, la capacité de marcher, de bouger, même de rire. Elle rira à sa façon. Elle va perdre la vue, elle va perdre l'ouïe. Et ça va très vite. Et ça va extrêmement vite. En fait, c'est une destruction du système nerveux, et c'est foudroyant. C'est-à-dire que là, on est en mars, elle a juste ce problème de pied. Paraît-il qu'elle a des micro-tremblements des mains, mais moi, je ne le vois pas à ce niveau-là. Et le 13 décembre de cette même année, elle est au stade terminal de la maladie. Vous avez un accompagnement pour vous expliquer exactement quoi vous êtes bien accompagné, ou au contraire, vous êtes un peu nous, on apprend ça dans un hôpital, un hôpital pour enfants. Et le médecin qui nous apprend ça connaît la maladie, mais n'a jamais vu de personne ayant cette maladie, tellement c'est rare. Du coup, il nous accompagne autant qu'il peut, mais c'est une grande inconnue pour lui. Donc on tâtonne un peu. Et très vite, on apprend qu'à Paris aussi, il y a le centre de référence de cette maladie, avec un professeur dont c'est le métier, pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce que je me dis, son métier, c'est d'annoncer ça à des parents et d'accompagner des parents ou des jeunes dans cette maladie-là. Et là, on est vraiment au cœur de la spécialité. Et donc, on est très accompagnés. Nous, on ne demande pas trop ce qui va se passer. On n'a pas tellement envie de savoir. On dit, on verra bien quand ça arrivera, parce que sinon, c'est difficile à vivre. Et eux, ils nous apprennent surtout, c'est ça, à ajouter de la vie au jour. Pas facile, hein. On vous accompagne, ça va se passer sur les mois. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous aider à la maison? Vous dites, on vous apprend des choses, mais est-ce qu'on vous accompagne physiquement, techniquement à la maison? Bien. Super bien, d'autant que nous, assez rapidement, on dit que notre fille est malade, mais qu'on ne veut pas qu'elle passe sa vie à l'hôpital. Et qu'on veut qu'elle passe sa vie à la maison jusqu'au bout, quoi. Et du coup, ils mettent en place, à partir du moment où Thaïs est au stade dit terminal de la maladie, ils pensent qu'elle en a plus que pour 1 semaine, 10 jours à vivre. Et nous, on dit, on rentre à la maison avec elle, quoi. Et ils nous voient complètement, nous, on est démunis, on sait pas accompagner son enfant dans ces moments-là, personne ne sait, personne n'est préparé à ça, et donc, ils mettent en place une hospitalisation à domicile, mais vraiment à titre un peu compassionnel, juste pour les derniers jours. Et Thaïs va vivre, en réalité, 1 an et 1 semaine. Donc pendant 1 an et 1 semaine, elle a une hospitalisation à domicile. Donc elle va rester sur son lit, avec des infirmières qui viennent la voir, qui font les soins, et d'ailleurs, avec une qualité mais incroyable. Et ce qui est assez beau, c'est que pour nous, c'est nouveau, mais pour les infirmières aussi. Elles n'ont jamais fait d'accompagnement comme ça. En général, l'hospitalisation à domicile, c'est très court. C'est un enfant qui sort de l'hôpital, c'est pour lui éviter de rester trop longtemps à l'hôpital. Jamais ça s'est étendu sur une telle durée. Et de cette expérience-là va naître la prise en charge d'enfants en soins palliatifs à domicile. D'accord. Suite à votre cas? Suite à notre cas, dans cet hôpital-là, ils décident... ils se forment aussi, comment est-ce qu'on fait? Et en fait, c'était assez beau d'apprendre ensemble, et puis parfois de se dire ensemble, là, on ne sait pas. Quand vous l'apprenez le jour de l'anniversaire de votre fille, que ça va être fini rapidement, vous le dites à Gaspard, vous le dites aux autres, comment vous l'annoncez aux gens?
à votre entourage familial? Ouais, si je suis malhonnête, je dirais que bien sûr que je le dis en toute simplicité et tout, pour tout vous dire. En sortant de cette consultation épouvantable, on se retrouve dans la rue avec Loïc, tous les deux, comme des totalement paumés. Et la seule chose que j'arrive à dire à Loïc, bon, c'est que je l'aime, et qu'on va vivre ça ensemble. Je lui dis, surtout, on ne le dit pas aux enfants. On ne dit pas, Gaspard, il a 4 ans, Thaïs, elle a 2 ans, ils sont tout petits, ils ne savent pas que la vie est dure, ils ne savent pas qu'il y a la souffrance. Je ne sais même pas s'ils savaient que la mort existait. Et je dis, non, je ne veux pas abîmer leur... Thaïs, vous ne dites pas non plus? Moi, je dis, je ne veux pas le dire. Je dis, non, on ne dit rien, on fait comme si de rien n'était. Puis Loïc me dit, mais si, au contraire, il faut leur dire la vérité, avec des mots qu'ils puissent comprendre, mais on ne peut pas faire semblant. Parce que ne pas leur dire aussi, c'est les priver de ce qu'ils ont à vivre. Évidemment qu'on préférait qu'ils aient jamais ça à vivre, mais c'est quand même leur vie, qu'on le veuille ou non. Et du coup, il arrive à me convaincre que le plus important à conserver, c'est pas leur innocence, c'est la confiance qu'ils ont en nous. Si on leur dit pas ce jour-là, on va faire semblant tout le temps. On va dire non, vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis en fait, rien ne va bien. Et puis le jour où Thaïs va mourir, on va dire non, mais t'inquiète pas, Gaspard, tout va bien. Et il ne nous croira plus jamais quand on lui dira que tout va bien. Il n'a plus confiance. Ouais. Il aura plus confiance en nous. Donc Loïc me dit, on va leur dire, ça les concerne. Pourquoi les priver de leur vie? Et donc on rentre à la maison. Bon, on appelle nos parents sur le chemin. D'ailleurs, ma mère est là parce qu'elle s'occupe de Thaïs. Elle était venue s'occuper de Thaïs. Et là, là, c'est tout qui déborde, etc. Thaïs faisait la sieste quand on l'annonce. Gaspard rentre de l'école. On les prend chacun sur les genoux, puis on dit la vérité, avec des mots tout simples, avec nos larmes aussi. Parce qu'au début, je me dis, je vais pas pleurer parce que je veux pas qu'ils soient tristes. Et en fait, je me rends compte qu'en pleurant, je leur donne eux aussi l'autorisation de pleurer, de dire qu'ils sont tristes. Et donc, Thaïs, elle est pas triste, c'est marrant. Elle fait 3 pas, elle se pète la gueule parce qu'elle tombait beaucoup à ce moment-là. Elle se retourne vers nous en leur disant, maintenant vous savez que c'est pas de ma faute si je tombe, quoi. Vraiment, elle nous a regardés, elle s'est retournée et il y avait pas un défi, il y avait un... Ok, vous allez pouvoir m'accompagner. Et Gaspard, il est hyper triste. Il dit non, mais je veux pas être le seul à vieillir dans la famille. Et puis bon, voilà. Puis au bout d'un moment, il sèche ses larmes et puis il dit bon, on va fêter l'anniversaire. Alors on reste sans voix. Moi, je dis à lui, tu vois, fallait pas lui dire, il a rien compris, quoi. Enfin, il veut fêter l'anniversaire alors qu'il y a plus de bonheur dans notre vie. La maladie, ce jour-là, pour moi, elle a chassé toute possibilité d'être heureux et de vivre un moment festif aussi simple soit-il. Évidemment qu'on peut pas être heureux, elle va mourir. Donc je dis non, Gaspard, on peut pas fêter son anniversaire, on vient de te dire, elle est malade. Et il dit, bah oui, elle est malade, mais elle est là. Enfin, c'est quand même son anniversaire. Pourquoi est-ce qu'on le fêterait pas? Et là, dans cette simple phrase, il restaure un truc hyper important, c'est qu'on a le choix. Là où moi, j'avais l'impression que j'allais plus que subir la vie, je peux choisir de vivre le moment heureux ou pas. Mais j'ai le choix. Et du coup, on va fêter l'anniversaire de Thaïs. Vous l'avez fêté? Ouais, on l'a fêté. On a chanté faux parce qu'on pleurait joyeux anniversaire. Mais en fait, on a fêté l'année écoulée, cette année de vie, on l'a fêtée. Et le lendemain matin, quand on se réveille et que, à peine les yeux ouverts, on se rappelle ça, on se dit ah, c'est pas un cauchemar en fait, c'est la réalité de ma vie et qu'on est écrasé et qu'on n'a pas envie de se lever. Moi, je me suis rappelé que la veille, pendant une demi-heure, j'avais été heureuse et que j'avais fêté l'anniversaire de ma fille de tout mon cœur. Et cette possibilité du bonheur infime, c'est ténu, c'est rien, mais elle existe. Et elle change tout à ce moment-là. Vous êtes forte, hein? Gaspard ne se rend pas compte tout de suite, du coup? Ou s'il a compris? Vous avez eu l'impression qu'il n'avait pas compris, mais il a compris? Mais bien sûr que les enfants, ils comprennent bien mieux que nous. Enfin, les enfants, il n'y a pas besoin de leur parler de la mort, ils le savent. Ils ont un espèce d'instinct de vie qu'après, nous, on va interroger, qu'on va rationaliser. Mais un enfant, je me rappelle, un petit neveu qui disait à sa mère « Maman, quand tu seras morte, je prendrai ton téléphone. » Enfin, et personne lui avait... sa mère n'était pas malade, rien du tout, mais ça fait partie... Ils savent que la vie se termine, ils le savent tous. D'ailleurs, sinon, il y aurait des arrière-grands-parents. Enfin, ils le savent très instinctivement. Et puis, ils sont pas... L'enfant, il a cette grande force que moi, j'essaie de retrouver, c'est qu'il vit dans l'instant. Donc, il peut... L'insouciance de l'enfant, c'est de savoir, mais que cette connaissance n'impacte pas son instant présent. Il sait que c'est dur, il sait que machin, mais à l'instant présent, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, s'il est triste, il va pleurer, et s'il n'est pas triste, il va jouer, faire d'autres choses. Thaïs va rester 1 an chez vous, vous dites, en soins, avec des infirmières, etc. Et en 2006, vous allez avoir votre 2e fille, donc c'est Azilis, ouais. le prénom, qui est atteinte aussi de leucodystrophie. Ouais. Là, vous le savez tout de suite. Comment vous le voyez? En fait, quand on apprend la maladie de Thaïs, moi j'arrive
pas comme ça, j'arrive ronde comme un ballon, parce que je suis enceinte de 6 mois, c'est plus de 6 mois. Et du coup, les médecins nous disent que notre bébé aussi peut être malade et qu'à la naissance, on va lui faire une prise de sang pour savoir. Et vous ne pouvez pas le savoir Si, on peut. S'il y a des prises de sang qui se font avant? Oui, on aurait pu le savoir avant, mais je sais pas, j'ai un espèce d'instinct au fond de moi qui me dit non, en fait, tout c'est pas la question là maintenant. Et voilà, j'évacue ça. J'ai envie de la garder, j'ai envie de rester un peu de pas savoir tout de suite, quoi. Et donc elle naît, super, toute mignonne. En plus, elle ressemblait à Gaspard, donc je me suis dit non, elle est pas malade, elle ressemble à Gaspard. On essaie de se raccrocher à n'importe quoi. Et quand elle a 6 jours, on apprend qu'elle est malade elle aussi. Mais on le sait parce qu'on a fait une prise de sang et pas parce qu'il y a des signes de la maladie. Et du coup, pour la première fois aussi petit dans cette maladie, le médecin nous propose de tenter de la sauver avec une greffe de moelle osseuse. Alors, inutile de vous dire que je savais même pas ce que c'était qu'une greffe de moelle osseuse. Enfin, une greffe de sang de cordon, exactement. Changer les cellules souches et lui apporter l'enzyme qui manque. Mais il faut prendre de vitesse la maladie. Cette maladie donc dégénérative, il faut la prendre de vitesse avant qu'elle se développe. Et donc, il faut faire la greffe tout de suite. Donc, on a un bébé qui vient de naître. Moi, je suis encore tous les signes d'une grossesse, voilà, d'une mère qui vient de mettre au monde un enfant. Et on me dit, bah, votre enfant, il part en bulle stérile, il va rester des mois en bulle stérile. Et là, encore une fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente de la guérir ou est-ce qu'on laisse les choses se faire naturellement et on tente de la guérir? Et vous partez à Marseille? Et la greffe, Thaïs, c'est chez vous? Comment... Ah non, on part tous. Enfin, Thaïs, c'est chez nous, elle commence à aller mal. Elle arrive déjà plus tellement à s'alimenter, elle a des douleurs. Et donc, le médecin nous dit, bah, non seulement il faut qu'elle soit greffée, mais si vous voulez qu'elle soit greffée, ça ne se fera pas à Paris pour plein de raisons, ça se fera à Marseille. Et on est là, bah, peut-être moi je suis originaire de Marseille, mais voilà, j'ai rien qui m'attend, j'ai pas une maison qui m'attend avec... Et donc on décide, et tout ça, ça se fait en quelques jours. On n'a pas des heures pour discerner, pour décider, pour s'organiser. Et on organise tout ça en 1 semaine et on part tous à Marseille. Soit personne ne partait, soit on partait tous. On ne peut pas se séparer à ce moment-là de notre vie. On ne sait pas combien de temps va vivre Thaïs. On ne peut pas tenir les uns à l'écart les uns. Et puis moi, je ne peux pas me séparer de Loïc. Voilà, donc on part. C'est quoi Loïc dans la vie, pardon, votre mari? Il travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Ouais. Donc il arrive à trouver une solution et vous partez. Oui, à ce moment, il travaille pas dans le bâtiment. Il fait du conseil et il se met en, je sais plus comment on appelle, mais il arrête maladie. Ouais, non, il arrête son boulot quelques mois et le temps de la greffe. Et donc on part à Marseille, ce qui nous paraît épouvantable. On se dit mais pourquoi on rajoute une difficulté à une situation qu'il est? Et en fait, avec du recul, le fait que ce soit à Marseille, c'est bien mieux. D'abord parce qu'il fait beau et qu'on a un peu l'impression que l'été se prolonge et que les rares moments de pause qu'on a, on les passe au soleil un peu à se régénérer. Et puis parce que du coup, c'est circonscrit dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas... Si ça avait été à Paris, bah Loïc, il n'aurait pas arrêté de travailler, on aurait été un peu déchirés, alors que là, tout le monde met tout entre parenthèses. Et quand on rentre à Paris, il y a déjà quelque chose de terminé. Enfin, voilà, on rentre à Paris pour un retour à la vie, entre guillemets, normale, qui n'est pas tout à fait normale. Mais... Donc pour Azilis, ils vont tenter de faire les greffes. Ouais. C'est tout de suite, en fait, c'est quand elle est encore nourrisson. Ah bah, à 3 semaines, ça commence, la greffe de moelle osseuse, ça commence par une chimio. Donc elle fait 4 kilos et comme il faut détruire les cellules très rapidement, elle reçoit une chimio dosée pour quelqu'un qui en fait 120. Oh. Donc c'est... Bon, après... voilà. Et on se dit, mais c'est tout fragile un bébé. Mais un bébé, c'est d'une force, mais incroyable. Et on le découvre là. Et puis après, on fait la greffe. Et puis c'était assez touchant parce que la greffe, c'est du sang de cordon. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mère, un jour, les cellules souches, elles se trouvent soit dans la moelle osseuse, soit dans le sang de cordon d'un bébé. Et là, on nous dit, bah, il y a un sang de cordon aux États-Unis qui est compatible avec votre enfant. Donc il y a une femme, un jour, peu de temps avant, qui a accouché. Et on lui a dit, est-ce que vous voulez donner votre sang de cordon? C'est anodin, enfin, en soi. Et elle a dit oui. Et sans le savoir, elle a sauvé mon enfant. Enfin, elle a permis de tenter ça sur mon enfant. Et j'ai adoré me dire ça. Me dire, on se connaît pas et on est liés à tout. Moi, parfois, je pense à cette femme quand même. Et je la remercie d'avoir eu ce geste. Vous avez su qui c'était ou pas, non? Non, on ne sait jamais dans la greffe. Et c'est bien de ne pas savoir, mais c'est juste la beauté de l'humanité, je trouve. On va y revenir, mais juste il y a un médecin qui dit à votre mari, c'est assez fou, si vous aviez eu un enfant avec une autre femme, il n'aurait pas été malade. J'en veux pas à ces médecins qui... il le dit au moment de l'annonce de la maladie de Thaïs, hein, où... moi, je pose 0 question, mais Loïc, il est plus terre à terre, il veut comprendre, etc. Il dit, mais ça veut dire quoi une maladie
ça veut dire quoi qu'on est Loïc et moi sommes hétérozygotes, enfin, je peux pas vous expliquer ce que c'est, il dit ça veut dire quoi? Et en fait, le médecin, il se rend compte que les termes techniques peuvent nous perdre, que c'est pas ça dont on a besoin. Et il le dit extrêmement maladroitement, mais pas de façon mal intentionnée. Il dit, ça veut dire, enfin, Loïc et moi, on a une incompatibilité génétique. Et il dit, ça veut dire que vous auriez eu un enfant avec n'importe quelle autre femme, il n'aurait pas été malade. C'est-à-dire que il y avait un risque infime que la maladie se révèle, et elle s'est révélée parce qu'on a eu des enfants ensemble. Et là, je me dis, mais il est fou de dire ça. Vous étiez là? Oui, j'étais à côté de Loïc quand il a dit ça. Je dis, mais en fait, Loïc, il va se dire, je me barre. Enfin, dans ce cas-là, je vais continuer à avoir des enfants avec une autre. Et puis là, Loïc dit, j'ai un problème parce qu'il n'y a qu'avec cette femme-là que j'ai envie d'avoir des enfants. Et ça, c'est ce qu'on retient de ce jour-là, c'est ça. C'est que, oui, on a eu ce coup de foudre qui nous a un peu tombé dessus, mais on a quand même décidé de passer notre vie ensemble. Ça vous a rapproché, toutes ces épreuves, encore plus? Oui. Si vous étiez déjà très... Ouais, alors on s'aime très fort, mais l'épreuve dans un couple, et encore plus qui touche à un enfant, ça fragilise énormément le couple. Vraiment énormément. Je pense que nous, ce qui nous a renforcés, c'est de se rendre compte que notre couple était super fragile et que la souffrance, c'est compliqué. C'est compliqué de voir l'autre avoir mal, c'est compliqué de le consoler. Nous, on s'est rapprochés, pas parce qu'on a souffert ensemble, mais parce qu'on s'est consolés. Voilà. Azilis va se faire soigner avec ce sang de cordon. Ils vont tenter des choses. Pendant ce temps, vous voyez l'état de Thaïs se dégrader. C'est pour une maman, on n'imagine même pas ce que vous avez, dixième de ce que vous avez pu vivre. Et vous dites à un moment donné, vous avez l'impression qu'il rigole, et vous regarde, en fait, et joue. Vous pouvez raconter ce moment? Ouais, alors c'est un petit peu plus tard, mais je dis que c'est un peu plus tard parce que c'est important c'est vraiment juste avant quelques semaines avant sa mort. En fait, c'est exactement ça. On est dans cette ambivalence, et puis on se dit, mais c'est quoi la vie de Thaïs? C'est quoi cette vie si diminuée? Ça n'a pas de sens. Enfin, je dis pas que je cherche pas le sens de la vie, à proprement parler, j'ai arrêté de chercher le sens de la vie. J'accueille les choses sans trop me poser de questions. Et c'est là que je découvre un truc dingue, c'est qu'un adulte, si on lui annonce qu'il est malade, il va se définir plus par la maladie. Il va beaucoup changer. Enfin, si on vous dit, voilà, vous n'avez plus que 3 mois à vivre, on est déjà un peu mort, quoi. Et alors qu'un enfant, il continue à être l'enfant qu'il est. Il est un enfant. Et Thaïs, moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est quasiment jusqu'au bout, c'est resté une petite fille. Et un jour, donc, c'est quand elle est hospitalisée à la maison. Et donc, elle est sur son lit, elle peut pas tellement bouger, elle voit pas vraiment, elle entend pas vraiment, mais elle a encore la possibilité de percevoir la personne quand elle rentre dans la pièce. Donc je rentre dans sa chambre, je dis Taïsou, c'est maman et tout, je lui fais un câlin. Donc elle tourne la tête de mon côté, donc elle sait bien où je suis. Et puis à ce moment-là, elle se met à tourner la tête du côté opposé. Donc je dis, ah non Taïs, je suis pas là. Bon, attends, bouge pas, je change. Et donc je fais le tour, et dès que j'arrive à son niveau, elle tourne la tête de l'autre côté. Donc on fait ça 4-5 fois. Et au bout d'un moment, je me dis, voilà, elle a perdu aussi cette capacité-là. Elle est déboussolée, quoi. Elle peut plus me percevoir dans l'espace. Et moi, je suis assez affectée, parce que moi, à chaque fois que Thaïs perdait quelque chose, ça m'affectait beaucoup. Je me dis, il va falloir aussi apprendre à la rencontrer autrement. Et à ce moment-là, je l'entends rire, avec ce rire qui n'était plus un rire, qui était un ronronnement, le plus merveilleux des rires pour moi. Et je l'entends qui rit. Et puis, je ne comprends pas pourquoi elle rit. Je dis, mais attends, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas drôle, Thaïs, c'est pas drôle, moi, je suis triste. Et je me dis, non, en fait, si elle rit si intensément, il y a un truc. Donc cherche, va la rencontrer, cherche. Et je réalise qu'elle joue à cache-cache. Thaïs, depuis qu'elle est toute petite, elle adore jouer à cache-cache. À 1 an et demi, elle s'est cachée dans le lave-linge. Juste avant que je mette du linge, je m'en suis rendu compte. Mais elle adore, elle s'est cachée sous le sapin, elle l'a fait tomber. Et en fait, 6 petites filles, sur un lit complètement démunies, elles trouvent le moyen de jouer à cache-cache. Et donc, je suis là dans la pièce, en pleurant de reconnaissance et d'émerveillement pour ma fille, et en riant aux éclats. Et je suis là, Thaïs, où est-ce que t'es? Et à ce moment-là, l'infirmière rentre. Elle dit, ça va pas, madame? Je dis, Thaïs, où est-ce que t'es? Alors qu'elle est là, sur son lit immense, au milieu de la pièce. Et je dis, non, mais en fait, je joue à cache-cache avec Thaïs, et je lui explique ce que je viens de découvrir. Et je me dis, elle va dire que c'est une maman pleine d'amour pour sa fille et qui va imaginer quelque chose. Et là, l'infirmière s'approche de Thaïs et dit, oh, Thaïs, je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas compris que tu voulais jouer à cache-cache. Et on s'est retrouvés, l'infirmière et moi, à jouer à cache-cache avec Thaïs. Elle nous avait rappelé ce que c'est que l'essentiel d'un enfant, et cette capacité à vivre l'instant présent. C'est ça, ajouter de la vie au jour. C'est pas juste faire de la vie une boulimie, c'est être capable de percevoir un enfant qui joue à cache-cache au cœur de sa maladie. C'était la même infirmière qui vous a suivi? Elles étaient 2, ouais. C'était 2? Ouais. Elles étaient 2 à venir tous les jours, et c'est trop mignon parce que c'était à Thaïs qu'elle disait tous les grands. Il y en a une qui a attendu un bébé, l'autre qui allait se marier, et avant de nous le dire à nous, elles l'ont chuchoté à l'oreille de Thaïs qui n'entendait
Pas vraiment, mais elles avaient envie avant tout de le partager avec elles. Elle va partir quelques semaines plus tard, Thaïs. Vous pouvez être là, vous l'accompagnez jusqu'au bout. Ouais, ça c'était une vraie, pas difficulté, mais en fait, donc Thaïs, elle est à la maison. En fait, elle occupe notre chambre parce que nous, on a un appartement qui n'est pas très grand. On n'a que 2 chambres, enfin 3 chambres, mais il y a Asilis qui est un peu en bulle stérile dans sa chambre, Gaspard qui est tout seul, et puis nous, on se met dans le salon, Thaïs prend notre chambre. Mais moi, je suis pas là tout le temps avec elle, parce qu'il y a des moments où je vais prendre des repas, je fais des choses, etc. Mais en fait, je me dis, c'est pas possible qu'elle meure si je suis pas là. Et donc, je mets un babyphone à côté de sa respiration, de sa bouche, et je me balade avec mon babyphone, pire qu'avec mon téléphone aujourd'hui, scotché à l'oreille jour et nuit, je dors pas de la nuit et tout. Et c'est un médecin qui, à un moment, me dit, arrêtez, faites pas ça. Faites pas ça pour vous, parce que vous vivez plus, et faites pas ça pour elle, parce que elle peut pas me dire, maman, j'ai pas envie que tu sois là. Je m'impose. Elle me dit, laissez-la vivre. Laissez-la vivre sans être suspendue à ce souffle. Et du coup, ça, c'est l'un des plus grands actes d'amour que je fais dans ma vie de mère, c'est de ranger le babyphone. De me dire, en fait, voilà, si je suis là, je suis là. Si je suis pas là, je suis pas là. On sait que parfois, les gens en fin de vie choisissent leur moment et parfois, ils veulent aussi épargner leurs proches. Donc, je range son babyphone et une nuit, le 20 décembre, elle meurt à 3h du matin. Et mon beau-père était là cette nuit-là et il avait installé un matelas, il s'était mis à côté d'elle. On savait que c'était la fin. C'était les derniers jours ou dernières. Et mon beau-père a dit, je vais passer la nuit à côté d'elle. C'était hyper touchant. On l'entendait, il chantait des petites chansons. Et puis à 3h du matin, il a appelé avec son téléphone pour pas la quitter. Il m'a appelé en disant, faut que vous veniez. Vous appelez quelqu'un pour parler tout de suite, là? Comment? D'abord, j'appelle personne parce que je pense que c'est le moment de ma vie où je me suis sentie le plus seule. Pas le plus seule parce que j'étais pas entourée, mais parce que je me rends compte à quel point la souffrance, c'est ce qu'on a de plus intime. Alors pourtant, c'est ce que je vous partage depuis tout à l'heure, mais je vais pas vous partager ce qui se passe dans le cœur d'une maman à cet instant-là. Et je me rends compte que là où se loge ma souffrance, personne ne peut me rejoindre. Non pas parce que les autres sont nuls, mais c'est que c'est inaccessible. Et je me dis, mais ça n'est qu'à moi, en fait. Il n'y a que moi qui vais faire ce chemin. J'ai Loïc qui est tout collé, on est là, à se serrer dans les bras l'un de l'autre, mais on vit ça aussi de façon immensément personnelle. Et on le laisse un peu, ça. On ne demande pas à tout le monde d'accourir tout de suite. Et puis après, très vite, on appelle Thérèse, qui est la nounou de Thaïs, qui l'accompagne, qui est plus qu'une mère pour elle, qui est une femme extraordinaire qui nous a sauvés. Vraiment nous a sauvés, elle a apporté l'équilibre que nous, on n'était pas capables d'avoir. C'est la première qu'on appelle, et puis après, on appelle les tout proches. Wow. Vous dites dans votre livre, l'une de mes amies a posé sa main sur mon bras, tu verras, Thaïs t'enverra des signes, c'est sûr. Ça dit ça? Oui, j'ai une amie qui me dit ça. C'est hyper touchant, tous ces gens qui arrivent. Et moi, je suis très, très, très indulgente envers les gens qui arrivent pour consoler. Il y en a peu il y a peu de mots il n'y a aucun mot qui sauve. Enfin, aucun mot qui soigne. C'est pas une maladie. On ne guérit pas de ça. Mais ce que je veux dire, c'est toute l'intention. Et souvent, ce qui fait le plus de bien, c'est la simplicité des mots, des gestes, et qu'on se prenne dans les bras, qu'on se dise qu'on s'aime, qu'on dise qu'on est là et tout. Et cette femme, elles sont 2, et elles ont envie de me... En fait, elles veulent se rassurer et me projeter un peu dans l'avenir. Donc elles me disent, tu verras, elle va t'envoyer des signes. Mais moi, j'y crois pas aux signes. J'y crois pas. J'ai pas envie qu'elle m'envoie des signes, j'ai juste envie qu'elle soit là à ce moment-là. Et elle me dit, tu verras, si l'ampoule de ta cuisine grésille, c'est Thaïs. Et je dis, non, pour moi, c'est un problème électrique. Et pourtant, je vois des signes. Parce que Gaspard, qui entend cette conversation, il est tout petit, il a 4 ans, il joue à côté de nous. Il entend qu'elle me dit, elle t'enverra des signes, voilà. Et puis, il monte dans sa chambre, il va dans sa chambre, puis il revient avec un petit livre, il me dit, on peut le lire, le livre? Et je dis oui, donc on relit un livre qu'on avait lu 2 jours avant. Et puis voilà, je lis le livre avec toutes mes larmes et tout, mais heureuse d'avoir mon petit garçon sur les genoux. Puis à la fin, il me dit, c'est des signes comme ça qu'on va avoir dans la maison? Et en fait, c'était des signes, l'oiseau, ça s'appelle le cygne argenté. Et pour moi, maintenant, les signes sont des signes. Vous en avez vu? J'en ai vu juste après la mort de Gaspard. Je cherche pas les signes, mais quand j'en vois, parfois je les attribue, quoi. Et juste après la mort de Gaspard, j'étais allée chez mes parents. Et j'ai eu besoin de m'éloigner, de partir toute seule dans la campagne. Et puis sur un étang, j'ai vu des cygnes. Et je me suis dit, ah tiens, est-ce que les cygnes sont des cygnes? Et je me suis approchée d'eux. Et il y en a 3 qui se sont approchés. J'étais là, ok, mes cygnes sont des cygnes.
C'est fou. Naissance d'Arthur. On est en 2008. C'est votre dernier enfant. Donc, Arthur, est-ce que vous êtes plus méfiante sur son état de santé? Vous faites une prise de sang avant? Comment on accueille un 4e enfant, sachant qu'il y en a 2 qui ont eu une maladie? Arthur, s'il naît, c'est pas une revanche sur la vie. Nous, on s'est jamais dit qu'on aurait 4 enfants. Il vient évidemment pas remplacer Thaïs. C'est tout à coup, voilà, c'est cette envie comme tout couple, quoi. Et c'est encore éminemment intime. Ça ne regarde que l'histoire d'un couple, cette décision d'avoir un enfant. C'est à la fois la plus grande folie que je fais, mais c'est la plus grande folie d'amour. Et donc Arthur naît et il est pas malade, il est en pleine santé. Et c'est quand même aussi de se dire, oui, avant on avait un enfant sur 3 en bonne santé, et tout à coup on a un peu l'impression de rétablir un équilibre. On a 2 enfants sur 3 en bonne santé. Et Arthur, il naît, et vous voyez, j'ai pas aimé mes grossesses, mais c'est la seule grossesse pour laquelle j'avais pas peur. Je sais pas comment vous dire. Cet enfant, je me suis tellement dit, je veux l'avoir. Enfin, cet enfant, c'est vraiment le symbole de mon amour, que j'ai peur de rien. Enfin, je sais pas comment. Ouais, je suis hyper tranquille, je suis hyper zen. Je vais accoucher, pas comme une fleur, mais voilà. Vous apprenez qu'il est en bonne santé? J'apprends qu'il est en bonne santé, mais surtout quand, à la naissance, je demande un prélèvement de sang de cordon. Voilà. Je me dis peut-être que... Vous êtes toujours à Marseille, là, ou vous êtes rentré? Non, on est rentré à Paris depuis... Marseille, on est resté 6 mois, en fait. On est resté... oui, c'est ça. Avant, Thaïs meurt à Paris. Thaïs décède à Paris? Thaïs décède chez nous à Paris, oui. Azilis va vivre plus longtemps que Thaïs. C'est grâce à l'opération qu'ils ont faite avec le sang de cordon, ça lui a permis de vivre plus longtemps? Oui, on pense même à un moment qu'elle est guérie, parce qu'elle n'a pas de signe de la maladie, jusque peut-être, je sais pas, 2-3 ans, au moins 3-4 même. Et puis tout à coup, ça la rattrape, mais on rentre dans une autre possibilité qu'il faut aussi apprivoiser, c'est-à-dire que c'est l'inconnu. À chaque fois qu'on pose une question au médecin, mais est-ce qu'elle va, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils n'en savent rien, parce que c'est la première fois pour eux comme pour nous. Et c'est bien aussi un médecin de temps en temps qui dit « je sais pas » et qui vous les porte avec nous. Et puis on se dit si ça se trouve, elle va vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut-être qu'elle va même nous survivre. Et alors si elle n'est pas en danger de mort par rapport à Thaïs, la maladie, on n'a pas pu prendre de cours toute la dégradation motrice, donc elle est très malade, elle est très handicapée. Moteur, on va dire, elle est dans un petit fauteuil roulant, il faut qu'on l'aide à manger et tout. Et on se dit, c'est autre chose. Voilà. Peut-être qu'on a fait de cette maladie un handicap. Et moi, ça m'effraie aussi de me dire, mais si elle nous survit, qui va prendre soin d'elle? Mais si jamais on meurt avant elle, qui va prendre soin d'elle? Et pour une mère, ou pour un parent, c'est aussi difficile de se dire, elle est hyper vulnérable, elle a besoin des autres, elle est dépendante des autres, qui prendra soin d'elle? Ça ressemble à quoi votre quotidien? Quand elle est malade, vous remontez à Paris? Oui, alors on remonte à Paris très vite. On remonte à Paris, en fait, avant la fin 2006. Thaïs meurt fin 2007. Bon, juste pour replanter les dates, on s'en fiche. Et donc, en fait, notre quotidien, c'est notre quotidien de famille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très normal. Parce que nous, on intègre des soins qui font partie de notre vie normale. Et puis, à la fois, on s'énerve pour des petits trucs, on rigole, on fait la fête, on part en vacances aussi. Et surtout, on décide de vivre. On décide de vivre en disant on ne sait pas ce que va être la vie d'Azilis, et si elle vit 30 ans, on ne va pas tout mettre sur pause, quoi. Et donc on décide de vivre, et par exemple Loïc en tout cas Gaspard, Arthur est trop petit, aimait beaucoup skier, moi pas du tout, j'aime pas du tout skier, mais j'aime bien la montagne, et donc on va au ski avec Azilis, et Azilis, elle est assez marrante parce qu'elle adore les sensations fortes. On le sent que ce qu'elle aime, c'est les sensations fortes. Et donc, moi, je l'amène sur le bas des pistes pour qu'elle voie, et je sens qu'elle a bien envie de skier. Et puis, jusqu'au jour où il y a le prof de ski de Gaspard qui dit « Mais vous savez, le handiski, ça existe ». Alors on dit « Ah bon, mais elle est petite, je ne sais pas quel âge elle a 5 ans, 6 ans. » Et donc, on l'inscrit au handiski, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on lui ait fait. Donc, elle est absolument pas... c'est pas elle qui maîtrise le ski, mais elle en a les sensations. Et le prof dit « Mais c'est pas possible, elle muse, plus on va vite, plus elle est contente. On sent qu'elle est jamais... c'est jamais trop pour elle. » Et on se dit c'est aussi tout ce qui... Rendre le possible possible. On peut s'interdire beaucoup de choses, et nous, on s'est dit... On essaye, si c'est pas possible, on s'acharne pas, mais en fait, on essaye le plus possible d'avoir une vie normale, et on s'aperçoit qu'à plein d'égards, c'est tout à fait possible. Vous faites d'autres activités physiques avec elle?
Vous dites qu'elle aime beaucoup l'adrénaline, enfin les sports extrêmes. Non, comme elle est en fauteuil roulant, on la pousse très vite. Si son père, Loïc, met en place une espèce de carriole sur un vélo, il l'installe, et alors là on fait du vélo à toute vitesse, et c'est pareil, plus on va vite, plus elle est contente. On va dans les parcs d'attractions où Arthur est terrorisé, et moi aussi, par les grands 8 et les machins, et elle, c'est tout ce qu'elle aime. Donc à la fois on fait des choses comme ça, et puis aussi il y a toutes les sensations fortes, mais il y a aussi dans les petits moments du quotidien, trouver la joie aussi, et trouver... c'est pas que dans l'exaltation des grands moments, c'est aussi savoir cueillir sa joie dans les tout petits moments. Je crois que c'est ce que j'ai préféré. Vous pouvez l'emmener dans les... C'est pas dangereux, les grands 8, tout ça, non? En fait, ça surprend tout le monde, mais non, elle est dans une petite coque, on l'attache, pareil, de la même façon. Puis Loïc est costaud, il la porte. Azilis va vivre jusqu'en 2017, ouais. C'est ça? Elle avait une éducatrice qui l'a accompagnée. Elle était suivie pour Thaïs par 2 infirmières. Elle avait... Thaïs était en hospitalisation à domicile. Ouais. Azilis, pas du tout, elle n'en a pas besoin. Et puis, elle grandit, elle est toujours avec Thérèse, sa nounou, qui est vraiment incroyable. Et puis Arthur rentre à l'école, et là, on voit qu'Azilis, elle est triste, parce qu'elle est avec Thérèse à la maison, et qu'elle a envie, elle aussi, d'avoir son espace à elle, d'avoir des amis, d'avoir sa vie en dehors de la maison. On s'aperçoit que c'est assez logique chez l'enfant. Et moi, j'ai pas du tout envie. Je veux pas qu'elle aille dans un institut. Parce que je me dis, personne ne saura prendre soin d'elle. Elle va rester avec nous. Et puis, petit à petit, on se dit, mais si elle vit jusqu'à 40 ans, elle va pas rester jusqu'à 40 ans entre son père, sa mère et sa nounou. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc, il me faudra 2 ans. Loïc est plus serein, mais moi, il me faudra 2 ans pour me dire qu'on va l'inscrire dans un institut pour enfants malades et handicapés. Et j'y vais en me disant, mais comment vous allez prendre soin d'elle? Elle ne peut plus parler à ce moment-là. Comment vous saurez qu'elle a ça qui ne va pas, qu'elle veut, je sais pas, qu'elle a soif ou quoi que ce soit? Et l'éducatrice me dit, mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance dans sa capacité à nous communiquer les choses. Et voilà. Et surtout, il fallait que je lui fasse confiance dans sa capacité à se faire aimer. Et elle a été hyper heureuse. Et en effet, elle avait sa vie en dehors de nous, et c'était très bien pour son équilibre. Avant qu'elle décède, il y a une éducatrice qui va venir chez vous, qui va lui parler, seule à seule. Oui, Azilis, elle est très en forme jusqu'à 1 semaine avant sa mort. Elle est vraiment en pleine forme. Enfin, les petites choses se dégradent, mais on n'imagine pas qu'elle va mourir si tôt. Si vite, en tout cas. Et puis, son éducatrice chérie, un jour, vient la voir. Donc, elle est à la maison. Elle est à la maison. On sait que les choses vont se terminer ou se sont accélérées. Et l'éducatrice dit, il faut que je la voie en tête à tête, je voudrais lui parler. Et on les laisse toutes les 2. Alors pareil, Azilis ne parle pas, mais il y avait une communication non verbale. Et cette éducatrice rentre ravagée dans la pièce. Et elle ressort, on a l'impression qu'elle est, je sais pas, soulagée de quelque chose. Je ne peux pas dire parce que ça ne m'appartient pas, mais elle ressort avec un sourire plein de larmes, mais un sourire aussi. C'est fou. C'est 1 semaine après qu'Azilis part. Vous avez pu être là aussi, ou comme vous avez dit la première fois, vous ne vouliez pas mettre de babyphone pour ne pas être à l'écoute, vous avez eu la possibilité d'être là. On était là, Loïc et moi, à nouveau. Et voilà, mais on se dit qu'on l'a déjà vécu, mais c'est comme si on le vivait pour la première fois. Vous annoncez comment aux garçons? C'est dur, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, c'est de le dire à nos enfants, c'est de le dire à Gaspard qui a 15 ans et qui a perdu, comme il disait, l'amour de sa vie. Il adorait sa petite sœur, et dès qu'il rentrait de cours, il montait dans sa chambre avec elle, et voilà. Il lui récitait ses leçons en promenant son fauteuil roulant, il avait un lien très très fort avec elle. On leur dit le plus simplement possible, et dans cette simplicité aussi, c'est accueillir leur peine le plus simplement possible. Essayez de parler au maximum. De parler ou de laisser les silences parler aussi pour nous, parce que parfois, quand on parle, on sature l'espace aussi de quelque chose, alors que ce que on veut exprimer là, c'est juste une peine qui se dit en silence, juste dans un cœur à cœur. Et donc Gaspard le grand et Arthur le petit dernier, ils vont à l'enterrement, vous leur proposez, vous leur dites de ne pas venir. Comment on fait ça? Moi, je peux pas priver mes enfants de ça. Il y a beaucoup de peur autour de la mort, et je le comprends tout à fait, mais
la vie de Thaïs et celle d'Azilis, elles me font comprendre que la mort, elle fait partie de la vie. Gaspard, il me dit, juste après la mort de Thaïs, il a 7 ans, je crois, sur le chemin de l'école, il me dit « Maman, est-ce que tu crois que Thaïs est morte trop tôt ?» Alors, moi, tout mon cœur de maman me dit que oui. Et il me dit « Moi, je crois qu'elle est morte à la fin de sa vie. » Vous voyez, quelque chose d'assez naturel. Oui, bien sûr qu'ils vont à l'enterrement de leur sœur. Non seulement ils vont à l'enterrement de leur sœur, mais nous, on fait un peu les choses à l'ancienne, chez nous. C'est-à-dire qu'on veille nos morts. Ça se fait plus trop aujourd'hui, en général. Mais nous, on veille chez nous nos morts. Donc on laisse notre porte ouverte, il y a plein de gens qui viennent, tous les copains, la famille, et jusqu'à l'enterrement qui veillent les morts. Et on fait encore plus comme à l'ancienne, parce qu'il y a un accès à la chambre qui est toute bien organisée et tout. Mais sur la table de la salle à manger, il y a du fromage, du vin, du pain, des bonnes choses, des gâteaux, etc. Et à la fin, on pleure dans une pièce, et puis on se retrouve aussi à 3h du matin. Il y a cette espèce de concomitance de la vie et de la mort, enfin je sais pas comment vous dire, vous voyez, de ces grands moments finalement quand on vit des grandes expériences comme ça, on a accès à nos sentiments, c'est aussi là qu'on vit les moments les plus forts, mais aussi dans l'amitié, dans l'affection, et autour de cette table, alors que d'autres veillent, qu'on en vient, il y a quelque chose d'hyper naturel qui s'exprime. Donc ils vont à l'enterrement, et même Gaspard nous demande à porter le cercueil de sa sœur. Il voulait, avec son père, porter le cercueil de sa sœur. Et il dira après, bah ouais, moi j'ai peut-être une scolarité, bon, il n'était pas très très bon élève à ce moment-là, il dit, mais moi, j'ai réussi à porter le cercueil de ma sœur. Et il avait envie de le faire pour elle. Il avait 15 ans, nous, on lui aurait jamais imposé ça, enfin. Et je pense que là, à ce moment-là, je sais pas, je vois qu'il a réconcilié quelque chose en lui, en faisant ça. L'ambiance, vous vivez avec, finalement, avec 3 garçons. Ouais. Après, comment ça se passe? Comment on fait jamais son deuil de ses enfants. Mais comment se passe l'ambiance? Est-ce que vous arrivez à retrouver un rythme entre vous? Comment vous faites? Bah, je regarde un peu plus souvent les matchs de foot, quoi. Ça, c'est sûr, avec 3 mecs à la maison et le rugby aussi. Mais en fait, les choses se refont aussi naturellement. C'est vrai que pour moi, c'est difficile parce que c'est pas comme si j'avais pas eu de filles. J'ai eu 2 filles et en moi, j'ai toujours 2 filles. Enfin, je ne peux pas le dire au passé. Mais j'ai vécu avec des filles dans une maison, j'ai donné la vie à des filles. Et de plus en avoir, je trouve ça hyper difficile. Et donc, c'est depuis ce moment-là que je me fais les ongles tous les jours. Voilà, typiquement. Depuis, je sais pas, comme... alors, il y a aussi des hommes qui se font les ongles, mais quand même plus fréquemment des femmes. Moi, j'ai besoin, je sais pas, j'exacerbe vachement ma féminité dans ces moments-là. Je porte toute la féminité je représente les femmes de la famille, quoi. Et j'adore leur délicatesse à tous les 3 aussi. Pour ne pas avoir que des trucs de mecs contre mecs, etc. Ils m'associent toujours. Bon, de temps en temps, je les laisse aller au match de foot. J'avoue que c'est pas trop mon truc, mais et j'aime voir que même Gaspard, qui a 15 ans, il est capable d'avoir à l'égard de sa mère cette délicatesse-là. Ouais, cette intelligence. Ouais, par exemple, Gaspard, un jour, il me dit, j'allais faire du shopping, donc moi je suis coquette, j'aime bien aller faire du shopping. Il me dit, attends, je viens avec toi. Et je me rends compte qu'il vient avec moi pour pas aussi que je sois toute seule. Bon, il essaye de gratter un jean aussi au passage, mais pas que. Et il fera toujours du shopping avec moi. Et j'adore. Et je suis pas sûre que spontanément il aime faire du shopping, mais il me rejoint dans ce moment où je suis seule. Alors je sais pas si les filles auraient aimé, mais où je suis seule et c'est un peu un pas qu'il vient faire vers moi et qu'on gardera jusqu'à la fin. En 2022, votre fils va décéder, il va se suicider. Ouais. La veille de ses 20 ans. Est-ce que vous avez vu des signaux qui pouvaient laisser penser qu'il était mal, qu'il était triste, qu'il avait un mal-être les mois auparavant ou les années auparavant? Alors d'abord, merci de le dire en toute simplicité que Gaspard s'est suicidé. Parce que c'est un des plus grands tabous de notre société, le suicide et le suicide des jeunes. Mais moi, si j'emploie pas les mots vrais, je peux pas le vivre. Je peux pas le vivre et si je peux pas le vivre, je peux pas avancer. J'ai appris à apprivoiser ces mots-là. Moi, quand on me dit « votre fils est mort de quoi ?», je dis en toute simplicité qu'il s'est suicidé. Merci de l'avoir dit avec cette même simplicité. En fait, Gaspard, il a été très très mal à la mort de Thaïs, parce qu'il n'était plus dans cette enfance, capable de dire « je suis trop triste », de pleurer toutes ses larmes, puis ensuite de retourner jouer au foot. Il voyait comme nous, adultes, finalement, notre peine, elle contamine comme une tache d'huile. Quand on est adulte, elle n'est pas circonscrite dans un instant. La peine, elle s'immisce dans tout ce que l'on est. Le passé et le futur, elle vient tout teinter. Et lui, à 15 ans, il est déjà dans cet état-là. Et donc, c'est très, très dur pour lui. Il souffre énormément de la mort d'Azilis. Et il est accompagné pendant 2 ans par une
il fait une psychothérapie super, une femme incroyable, qui l'aide à exprimer sa peine, à la dire sa peine et à la vivre. Parce que moi, je sais d'expérience que la meilleure façon de vivre comme ça, c'est de vivre en toute sincérité sa peine. C'est de ne pas la fuir, c'est de surtout pas la cacher et l'enterrer. Mais lui, c'est évidemment le réflexe qu'il a. Par exemple, il dit, je veux pas que mes copains sachent, parce que je leur avais même pas dit que j'avais perdu une sœur, ils venaient d'arriver au lycée, je veux pas qu'ils sachent, ça les regarde passer ma vie. Et du coup, il faut qu'il apprivoise ça, que ça fait partie de sa vie, et qu'il peut, enfin en tout cas, trouver un espace où l'exprimer. Et donc il le fait avec cette femme, avec nous aussi. Et à 17 ans, il passe son bac et il va super bien. Enfin, il est triste, évidemment, parce qu'il a perdu sa sœur, mais rien n'est nécrosé, rien n'est enterré, abîmé, etc. Voilà, c'est un ado de 17 ans, plutôt sympa. Il a des copains ? Il a plein de copains, il adore faire la fête. Il décide de partir en prépa dans le nord de la France. La psychologue dit, il n'y a aucun problème, il peut tout à fait y aller. Il passe 2 ans, mais géniaux, enfin 2 années géniales en prépa. Il tombe amoureux d'une fille super avec laquelle il est pendant 2 ans. Il se met à faire, il se découvre une passion pour le bateau, pour la voile. Il veut être entrepreneur, il a des idées de choses à créer plus tard. Enfin, il est dans la vie. Et puis, en décembre 2021, il arrive un jour, il nous dit, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas, il faut que je vous parle. J'ai des pulsions de mort. On dit, mais comment ça Il avait aucun signe dépressif, aucun signe. On dit, mais comment ça, t'as des pulsions de mort? On me dit, oui, ça fait plusieurs mois que je sais pas, j'ai un truc en moi, et puis ça me gangrène, ça me rend, ça me rend malheureux, quoi. J'ai une espèce de malheur au fond de moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Il arrive un week-end, donc il était toujours en prépa dans le Nord, il arrive, il a un caleçon, une paire de chaussettes, il pense qu'on va en parler, que ça va passer. Alors on nous dit, non, attends, tu bouges pas d'ici, hein. On va voir un médecin, on va voir un psychiatre, et puis on va en parler, c'est pas anodin. On va voir un psychiatre qui dit, en fait, Gaspard, tu fais une dépression assez grave parce qu'elle n'a pas de symptômes. Un peu comme si c'était un cancer, il n'y avait aucun signe avant-coureur, et que du coup, au moment où on le découvre, c'est le stade terminal. Donc il dit, tu fais une dépression profonde, donc on va te soigner. Et voilà, donc le médecin le met sous médicaments, et en fait, à partir de là, il décroche. Il décroche et voilà, et les angoisses arrivent, il dort plus, et pour le coup, tous les symptômes explosent en même temps. Ça dure 1 mois, alors 1 mois pendant lequel on est tout le temps avec lui, le plus possible, 1 mois pendant lequel on se dit qu'on s'aime, 1 mois pendant lequel, moi, je me rends compte que l'amour peut pas tout. Qu'on aimerait que l'amour... Moi, je me suis dit, je vais tellement l'aimer, et puis moi, j'aime tellement la vie, que je vais le remplir de tout ça. Mais ça marche pas comme ça. Ça marque pas, c'est pas ça, être parent. C'est pas c'est pas mettre l'enfant sous perfusion de ce que l'on est nous, c'est le laisser vivre aussi sa vie. Enfin, je parle pas de choix ou quoi que ce soit, c'est que son chemin de vie, c'est son chemin de vie. Et pendant 1 mois, il se bat comme un fou, et lui, il nous dit, mais je veux pas mourir, mais moi, j'aime la vie, je suis amoureux, j'aime Alban, j'aime bien prononcer son prénom, je le dis, j'aime Alban, je veux... Et puis il va avoir 20 ans, le 22 janvier, et 4 jours avant, il nous dit, faut que je sois hospitalisée. On dit, mais comment ça, faut que tu sois hospitalisée? Mais non, reste avec nous. Faut que je sois hospitalisée, sinon je vais mourir, c'est trop dur. C'est trop fort pour moi, j'arrive plus à lutter, je suis fatiguée. Et il dit, je lui dis, mais Gaspard, c'est ton anniversaire dans 4 jours. Il me dit, si je suis pas hospitalisée, je fêterai pas mes 20 ans, je serai mort avant. Et je l'amène à l'hôpital, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'es courageux? Il me dit, non, je suis pas courageux, je veux vivre. Et c'est vraiment, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'il a en lui, c'est quelque chose qui n'est pas lui, mais comme si... La dépression, c'est vraiment une maladie qui prend possession des gens. Je peux pas dire que Gaspard s'est donné la mort, lui. Il y a quelque chose de plus fort que lui qui l'a tué, voilà, qui a tué sa volonté à cet instant-là. Donc il rentre à l'hôpital, et 2 jours après, il meurt à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. C'est l'hôpital qui vous appelle, du coup, qui vous prévient, et tout de suite. Il n'était pas avec quelqu'un de sa famille qui était resté, son père ou... Personne n'avait le droit d'y aller. Au début, c'est très bien fait. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques, mais quand il rentre à l'hôpital, on sait qu'on ne peut pas le voir pendant plusieurs jours. Parce que, en fait, c'est de la prudence des médecins. Ils ne savent pas qui est à l'origine de la dépression ou de l'état de l'enfant. Certaines familles qui peuvent être... Ouais. Exactement. Enfin, d'abord, c'est protéger l'enfant de tout, de lui-même aussi. Enfin, la personne, pas que l'enfant, mais en l'occurrence notre fils. Et du coup, moi, je le reverrai jamais. Enfin, je le revois à travers, je me mets sous la fenêtre et je lui chante la sérénade un soir. La veille, 2 jours avant sa mort, je vais sous sa fenêtre, je lui fais des coucous, je lui envoie des baisers, on se parle au téléphone en même temps. Et voilà. Et donc, on ne l'aura pas revu, on ne le revoit pas. Mais la veille de sa mort, moi, je l'ai au téléphone et je lui dis, ça va? Il me dit, ouais, ça va. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'ai passé une bonne journée, j'ai pas eu de pulsion,
J'ai pas d'angoisse. D'ailleurs, demain, est-ce que tu peux m'apporter ça? Et puis, au fait, il faut que tu m'inscrives sur Parcoursup, parce que si je passe pas les concours... Enfin, il est complètement dans une projection. Je parle au médecin qui me dit, oui, ça va mieux, là, on est... Et puis, je pense, pendant la nuit, il a été réveillé par une pulsion. Voilà, il dormait, à 2 heures, il dormait. Quand l'infirmière est passée, quand elle est repassée à 3 heures, il était mort. Voilà. Donc, il a été réveillé par une pulsion. J'interrogerai pas ce moment, j'étais pas là. Et donc, les médecins nous appellent au petit matin pour nous demander de venir. Ils nous disent évidemment rien au téléphone, mais nous, sur le chemin, on sait. Évidemment qu'on sait. On sait, mais moi, je me dis une seule chose, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Il peut pas être mort parce qu'on peut pas perdre 3 enfants. On perd pas 3 enfants. Il peut pas être mort, demain, il a 20 ans, il peut pas être mort. C'est pas possible, il est pas mort. Et quand on apprend sa mort, je garderai pour moi cet instant-là, je me dis, mais en fait, l'impossible est possible. Il y a plus de barrière à rien, quoi. Et vous avez réussi à tenir pour votre autre fils aussi, pour votre mari. Comment on tient? Parce que ça paraît inimaginable. Ça paraît... C'est atroce. Et vous savez quoi, quand je le raconte, ça me paraît aussi inimaginable. Moi, vous voyez, vous me voyez telle que je suis, j'ai pas une cape de superwoman. Si je me mets debout, vous verrez que je suis un peu plus petite que la moyenne. Enfin, non, mais je suis pas quelqu'un qui a des forces incroyables, un pouvoir dingue. Ce qu'il y a, c'est que j'ai au début une chance, qui n'est plus une chance, qui est une volonté de vie, c'est que je me demande pas pourquoi. Je fuis ce pourquoi. Et je fuis les si aussi. J'évite tout ce qui peut me rendre folle, en fait. Je me rends compte qu'à l'instant où j'apprends la mort de Gaspard, il y a un silence qui se fait, le silence de la sidération, hein, évidemment. Et j'entends quelque chose, j'entends mon cœur cogner. Là, si tous les deux on se tait et qu'on laisse un grand silence, on n'entendra pas nos cœurs. Dans un silence, on n'entend pas nos cœurs. Mais moi, dans cet instant-là, dans cet instant où je me dis « je suis morte », enfin, évidemment que je suis morte, parce que je ne peux pas survivre à l'annonce de la mort de Gaspard, j'entends mon cœur qui bat, mais comme un malade dans ma poitrine. Il tambourine, il tambourine, il tambourine. Alors oui, l'afflux sanguin, tout ce que vous voulez, n'empêche que c'est un instinct de vie. Cet instinct de vie, il est inscrit en moi. Et la première chose que je me dis, c'est « je suis vivante ». Mon cœur me dit « t'es vivante, t'es vivante ». Je suis toujours vivante. Alors je vais vivre. Je vais pas vivre pour lui, je vais pas vivre que pour Arthur, parce que c'est une grosse responsabilité. Je vais vivre parce que je suis en vie, parce que c'est ma vie. Et je fais tout à l'instinct au début, hein. Tout à l'instinct. Et puis après, je reprends possession de autant de la peine que des tout petits moments de joie. Vous protégez comment Arthur de tout ça, en cascade, où il se retrouve tout seul, avec ses parents? Ben, la façon dont on aurait voulu le protéger, c'est qu'il ne souffre jamais. Mais ça, il n'y a pas un parent qui peut garantir à son enfant qu'il ne souffrira jamais. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir d'enfant. Si on ne veut pas que son enfant souffre, il ne faut pas en avoir. Je pense que moi, mon job de mère et Loïc de père, c'est d'aimer nos enfants dans toutes les circonstances de leur vie. C'est évidemment la chose la pire qui m'a été donnée, c'est d'annoncer à Arthur la mort de son frère. Et ensuite, c'est de... Pour moi, tout le boulot, c'est justement de ne pas lui faire peser le poids du survivant. C'est fou parce qu'au début, il n'y a plus que lui. Donc, il est tous nos enfants à lui seul. Et c'est ça dont on doit l'alléger pour qu'il vive sa vie. C'est qu'il est juste lui. C'est qu'il est juste lui. Et c'est ça qui compte. Parce que sinon, c'est insupportable pour lui de se dire... je suis le poids du survivant. Vous voyez, depuis le début je ne sais pas si vous avez vu, instinctivement, je tourne une petite bague que j'ai sur l'index, en haut de l'index, c'est une toute petite bague. En fait, moi, toutes mes bagues représentent... moi, je ne me suis pas tatoué le nom de mes enfants sur moi, mais toutes mes bagues représentent quelque chose. Donc, j'ai mon alliance, qui est mon amour éternel pour Loïc, enfin, renouvelé, et tout le boulot que je fais pour l'aimer tous les jours. J'ai une autre bague avec des petites pierres roses qui sont mes filles, les roses de mon jardin, qui m'ont apporté beaucoup de douceur et d'épines. Au pouce, j'ai une bague que j'ai mis la veille de la mort de Gaspard, et je me suis dit, je l'enlèverai quand il sortira de l'hôpital, donc je l'enlèverai jamais. Et voilà. Et puis un jour, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une bague pour Arthur. Et donc j'ai mis une petite bague en forme de couronne pour mon petit roi Arthur. En fait, c'est vraiment de l'associer en me disant, il a sa propre vie et il a sa même place que ses frères et sœurs au sein de la famille. Donc on essaye de le laisser vivre sa vie le plus possible, comme n'importe quel enfant. On n'a pas beaucoup parlé de votre mari. Comment lui arrive à surmonter ça? Là, vous m'avez expliqué pour vous, c'est déjà surhumain. Mais comment lui puise cette force pour survivre à ça?
C'est pas surhumain, parce que tout ça, c'est inscrit dans notre nature humaine. Tout ce que l'on fait, c'est inscrit, pas que dans Loïc et moi, c'est inscrit dans nos capacités humaines, mais c'est de ce genre de force qu'on convoque que dans l'urgence. Comme quand il y a un tsunami et qu'on fait des choses complètement dingues, qu'on escalade des arbres. Enfin, je me rappelle, il y avait eu ça pendant le tsunami en Thaïlande il y a longtemps. On trouve en soi des forces incroyables qui arrivent spontanément, mais auxquelles il faut faire confiance. Loïc, il a une chose qu'il sauve et qui me sauve aussi par ricochet. Quand on apprend la mort de Gaspard, il a une phrase en boucle, c'est « je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ». C'est l'absurde. C'est pas qu'il comprend pas, c'est quel est le sens, quoi. Quel est le sens de tout ça? Je comprends pas, ça sert à quoi, enfin? Et 2 jours plus tard, il vient me voir, il me dit « j'ai compris ». Et alors moi, je me raccroche au lui en disant « t'as compris pourquoi il était mort ?» Il me dit « non, j'ai compris que je comprendrai jamais ». Et il referme la porte. Et depuis, il se pose pas la question du pourquoi. Enfin, il cherche pas à comprendre. Il cherche pas à comprendre ce qui n'a pas de sens et ce qui n'en aura jamais. Et quand on lâche ça, on retourne un peu plus à l'action. On retourne un peu au lieu de se taper la tête contre la montagne, on avance un pas après l'autre. Loïc, il pleure. Il pleure en toute simplicité. Il pleure en toute confiance aussi. Il faut beaucoup de confiance pour pleurer. Il faut avoir confiance dans le monde et confiance dans ceux qu'on aime. Et Loïc, il pleure, il dit sa peine. Alors parfois, il l'a dit sans mots. Parfois, il me demande de deviner sa peine. Mais il m'a dit un jour où il voyait que moi, je me renfermais. Il me disait, toute notre vie, notre but à tous les deux, c'est de découper des cœurs dans nos carapaces. C'est jamais laisser une carapace nous enfermer dans notre souffrance, mais de laisser la souffrance s'exprimer et l'un et l'autre de se rejoindre dans la souffrance pour pas que ça nous tue, cette souffrance. Oui, vous n'avez pas sombré dans l'alcool. Plein de gens auraient pu, à juste titre, d'ailleurs sans jugement, mais se réfugier. Bien sûr. Et il n'y a aucun jugement parce qu'on n'est pas. Voilà. Mais bien sûr. Ou dans, je ne sais pas, dans autre chose, d'ailleurs, de pas bon pour la santé, peu importe. Mais certains aussi peuvent se mettre plus dans la religion à ce moment-là. En fait, l'alcool ou quoi que ce soit, moi, je mangeais plus de chocolat que je n'en mange. Mais je comprends tout à fait qu'on sombre, mais c'est quand on cherche un échappatoire. C'est exactement ça. L'alcool, la drogue, même la fête à outrance, c'est un moyen de tenir la peine à distance. Moi, je fais pas ça. Non pas, parce que je suis jamais contre une petite bière, il n'y a aucun problème. Je préfère la chartreuse, mais bon. Mais c'est pas ça, c'est que moi, je sais une chose, c'est que ma peine, je vais la vivre. Je dois la vivre. Je vais pas me la fuir. Si je la fuis, elle va revenir en ricochet, elle va faire encore plus de dégâts. Ma seule force, c'est de laisser un espace à ma peine. Et de la vivre en toute sincérité, en toute confiance aussi. Et ensuite, quand j'ai fini de pleurer, je peux retourner à autre chose. Je peux pas retourner, c'est pas, mais j'ai épuré ma souffrance à ce moment-là. Gaspard avait des amis, vous l'avez dit, et un jour ils viennent vous voir. Ouais. Ils viennent tout de suite après sa mort, les pauvres, ils ont rien compris, parce que autant nous, on le savait, sa chérie le savait, mais les autres copains, il l'avait dit à personne, il n'avait pas l'énergie pour appeler tout le monde. Et puis vous imaginez, quand on va pas bien, on n'appelle pas pour dire je vais pas bien. C'était déjà courageux qu'il soit venu nous le dire à nous. Donc ses copains, ils arrivent en disant mais comment ça, il s'est suicidé? Mais pas lui qui était tellement plein de vie. D'abord, ils nous voient pleurer, donc ils se rendent compte qu'ils peuvent pleurer avec nous. Et puis ils nous disent donc, on sera toujours là pour fêter l'anniversaire de Gaspard avec vous, toujours. Et donc tous les 22 janvier, il y en a eu que 2, mais un 3e qui se profile, ils sont là. Donc c'est une équipe comme une équipe de foot, ils sont 11 mecs, 11 garçons. C'était ses copains de prépa, il avait aussi plein d'amis filles, mais là c'était une équipe. Et ils sont là, et en fait, notre famille est grande d'eux. Moi, c'est pas mes enfants, mais je les aime comme des enfants. Et on rit, et on pleure, et on vit tout en toute sincérité ensemble. Et moi, je les regarde un peu secrètement pour voir ce que c'est qu'un garçon de 23 ans, pour les voir grandir. En imaginant... À la fois en imaginant Gaspard, mais en sachant que c'est pas Gaspard, mais en me disant c'est bien de grandir, c'est bien. Alors il y en a, on se pète un peu la gueule, parfois il y a des difficultés, il y a tout ça, mais il y a aussi l'énergie de vivre. Je me dis c'est bien de fêter les anniversaires et de les voir grandir. Ça fait 3 ans maintenant. Vous avez dit que c'était plus dur la 2e année. Ouais. Même pas la première, c'est la 2e. Pourquoi la 2e? La première, d'abord, on est toujours très entourés, mais la première, on est un peu dans un état second. Moi, j'ai été sidérée longtemps. Tout est un peu encore en apnée. Et puis, les premières fois, les premiers anniversaires sans lui, premier Noël sans lui, c'est une fois. La 2e fois, on comprend que c'est pour toujours. La 2e fois, on comprend que cette 2e fois, c'est le début d'une suite, en fait. Et c'est beaucoup plus dur. Question
question un peu personnelle, mais je vais me permettre de la poser si vous voulez bien. Comment vous faites pour ses affaires, sa chambre Comment vous faites? C'est un sujet parce qu'on aimerait que tout laisser comme ça, tout figé, et puis ça n'a pas de sens non plus. Enfin, donc, on met du temps. Plusieurs fois, on se dit, allez, demain, on range ses affaires, des mois après, hein, évidemment pas dans tout de suite. Allez, on range ses affaires, et puis demain, on range ses affaires, et puis le lendemain, on dit non, on va faire autre chose. On peut pas, on n'a pas l'énergie. On le fait tous les trois d'abord. Et puis on trie en pleurant, en disant « Ah non, oh, il a gardé ce carnet de quand il était petit, tu as vu ?» Et puis on retombe. Il y a aussi de la tendresse dans ces moments-là. En fait, il y a tout l'amour qui s'exprime. Et Arthur garde 2-3 fringues, on met de côté ce qu'on aime, on donne. Et puis un vrai sujet, c'est les baskets de Gaspard, parce que Gaspard avait un goût pour les baskets, comme beaucoup de jeunes, mais alors lui, pour des baskets mais improbables. Je pense que la marque américaine qui les a faites a vendu une paire à lui, quoi. Enfin, vraiment une espèce de truc de cosmonaute immonde. Et ces baskets, on les garde, on les met de côté, en se disant, c'est tellement lui qu'on ne peut pas les donner et personne d'autre les portera. Et puis récemment, Arthur a grandi et il a des pieds qui font la taille de ceux de Gaspard. Et donc, on l'a vu, un jour, on voit la paire de chaussures descendre l'escalier, un jean au-dessus. Loïc et moi, on a le cœur qui s'arrête, en disant, mais Gaspard! Et au-dessus, évidemment, c'est Arthur. Arthur qui dit, ouais, salut les parents. Et moi, j'ai une bouffée d'émotion. Je dis, mais t'as mis les chaussures de ton frère. J'adore, c'est tellement... Je suis contente de les voir et tout. Je pleure presque de joie et d'émotion. Et à côté de moi, il y a Loïc qui est complètement fermé et qui finit par dire, t'enlèves tout de suite ces baskets, t'as pas le droit de les mettre, tu peux pas mettre ces baskets, c'est interdit. Arthur dit, ça va, papa, tu me mets dans un état pareil. Moi, je dis, pareil, chérie, c'est bon, enfin, t'énerve pas. C'est que des baskets. Non, c'est pas que des baskets. Tu peux pas mettre ces baskets et tout. Et puis, je suis ton père, t'as qu'à obéir, t'enlèves ses baskets. Mais vraiment, Loïc, c'est plutôt c'est ma force tranquille, c'est mon rock. Et là, il est hors de lui. Et puis, il va s'enfermer dans son bureau. Bon, je dis, Arthur, on va enlever les baskets, c'est bon, on va enlever les baskets. Il monte, il enlève ses baskets. On dit, mais vraiment, mais je sais pas ce qu'il a, papa, il est pénible et tout. Et puis, on voit qu'il est dans son bureau, il est triste. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. Donc, on toque à la porte, on va le rejoindre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, si Arthur met ses baskets, c'est parce que Gaspard est mort. Gaspard aurait jamais laissé son frère mettre ses baskets de son vivant. Et pour Loïc, c'est dans ce détail que tout explose. Et dans les affaires, il y avait aussi ça. Et donc, on convient que Arthur ne mettra les baskets que quand Loïc sera pas là. Quand on trie ses affaires, c'est tout ça qui est en jeu. C'est qu'on sait que n'importe lequel des petits objets peut faire exploser à un moment anodin la souffrance en entier dans un détail, et c'est encore plus difficile dans les détails. Pourquoi vous n'avez pas demandé à quelqu'un de vous aider pour les affaires, pour pas le faire, ni aucun de vous trois Je crois qu'on avait envie de le faire. Alors moi, je suis pas allée débarrasser... il avait un studio là où il faisait ses études. Moi, j'y suis pas allée. C'est Loïc qui est allé avec des amis. Moi, j'ai pas pu. Mais sa chambre, au cœur de notre maison, ça faisait partie de notre intimité. Et puis, qui pouvait savoir ce qu'on voulait garder si ce n'était nous? Aujourd'hui, il a 16 ans, Arthur. Oui. Il va partir, faire des études. Ça va être, j'imagine, encore plus dur de le voir partir. En même temps, vous dites qu'il faut les laisser vivre et on n'est pas là pour les contrôler ni choisir leur vie, mais pour les accompagner. Ben oui, c'est dur, mais figurez-vous qu'il ne va pas partir parce qu'il est déjà parti. Il est déjà parti parce qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, en sortant de 3e, juste avant son brevet, il m'a dit « Au fait, maman, l'année prochaine, je vais aller en internat. » J'ai cru que j'avais fait un arrêt cardiaque. Mais c'est pas définitif. C'est pas définitif, mais il est quand même pas à la maison. Dans le sens définitif que je disais, après, ça va être... Mais c'était déjà, je pars. Est-ce que je peux partir? Quand il a voulu l'internat, la question qu'il posait en creux, est-ce que j'ai le droit de vivre ma vie loin de vous? Et nous, quand on a accepté qu'il aille en internat, parce qu'on a accepté... Bon, j'avoue que moi, au début, j'ai accepté en étant sûre que fin juin, il n'y aurait pas de place en internat. Je pense que j'ai été la seule mère qui a réussi à avoir une place en internat fin juin, mais je connais le nom de ce hasard-là. Et donc, en acceptant qu'il parte en internat, on accepte qu'il vive sa vie. Oui, il va partir, évidemment qu'il va partir, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il aille vivre sa vie en sachant qu'il n'est pas responsable de nous, en sachant qu'on est heureux. Évidemment, son bonheur fait le nôtre, mais que ce qui fera notre plus grand bonheur, ça sera le fait de le voir, lui, vivre sa vie. Quand il part à l'internat, ou plus tard, après, ou en vacances, après avec des amis, oui. Vous êtes que 2 à la maison. Oui. Est-ce que vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant pour être encore plus proche de votre mari?
En fait, c'était une appréhension de se retrouver à deux, parce que deux, c'est 4 qui nous manquent. Hein. C'est tout d'un coup, c'est plus une famille, c'est un couple. Et en fait, on adore. On adore, on trouve ça hyper sympa. Bon, déjà, c'est moins fatigant. Enfin, je veux dire, quand il y a Arthur, il est plein de vie, il est plein de vitalité, il demande beaucoup d'attention. Et puis en plus, comme il n'y a que lui, on est un peu focalisé sur lui. Et donc, il y a quelque chose qui se détend. Oui, on part, par exemple, c'est vrai qu'on part moins en vacances avec Arthur, qui part avec ses copains. Nous, on part en vacances avec nos copains, du coup. On s'interdit rien. Enfin, on a notre vie et on peut... soit on reste tous les deux en tête-à-tête. Alors moi, j'adore être en tête-à-tête avec lui en disant, voilà, c'est trop triste. Ou on se dit, il y a tout cet espace, comment on l'habite? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des moments où on trouve ça triste, mais la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on est très bien tous les deux. Pour terminer, si on peut parler du deuil, de la guérison, mais vous dites qu'on ne guérit pas parce que ce n'est pas une maladie. Vous dites dans le livre, aujourd'hui, cela fait 12 ans qu'elle nous a quittés, en parlant de votre fille, de Thaïs. Le plus dur, c'est que plus personne ne prononce son nom, elle est tombée dans l'oubli. Ouais, c'est un monsieur qui me sépare, c'est pas vraiment moi, c'est un monsieur qui m'écrit ça. Et qui me dit je voudrais juste entendre prononcer son nom. Et on se rend compte de ça, parce que ce qu'il faut comprendre dans le deuil, ce qui fait mal, c'est pas le souvenir. Le souvenir, il s'étiole. Moi, j'ai 51 ans, je commence à avoir la mémoire, pas qui flanche, mais bon, je vois qu'il y a quand même quelques petits signes. Ah, ça commence. Les phrases à trous, je suis la reine de la phrase à trous. Mais ce qui fait mal, c'est que ce qui est vivant, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants. L'amour, il s'arrête pas avec l'enfant, avec la mort de l'enfant, du grand-père, enfin, je veux dire, de ceux qui meurent. On continue à les aimer et on continue à ressentir leur amour. Et c'est ça qui fait mal. C'est que, pour nous, il y a quelque chose de vivant qui n'est pas l'enfant ou celui qui est mort à proprement parler. C'est encore plus beau que ça, c'est ce qui nous a liés à lui. Et du coup, le faire tomber dans l'oubli, que le prénom ne soit pas prononcé, c'est épouvantablement douloureux, parce que c'est nier quelque chose qui est encore vivant en nous. Moi, ça fait bien plus longtemps que ça, parce que ça fait 17 ans que Thaïs est morte, 8 ans qu'Azilis est morte, et 3 ans que Gaspard sont morts. Et je sais que j'en souffrirai toute ma vie. Toute ma vie, je vais souffrir de leur absence, parce que je vais les aimer toute ma vie. Alors à la fois, mes larmes de joie, enfin, ça puise au même puits, c'est à l'amour. Ce qui me fait le plus mal, c'est aussi ma plus grande joie, c'est d'aimer mes enfants. Ça a été une des plus grandes joies que j'ai eues dans ma vie. Mais je sais que je suis capable d'être heureuse dans une certaine mesure, non, d'être même profondément heureuse, différemment d'avant. Je coche plus de cases, il n'y a plus de cases à cocher. Je suis profondément heureuse parce que je sais, je suis ajustée avec tout ce que je vis. Voilà. Quand je suis triste, je fais rien d'autre que pleurer. Je me divertis pas, je fais pas de yoga, j'écoute pas de poésie, non. Je pleure intensément, mais c'est parce que je pleure intensément qu'ensuite je suis capable d'être heureuse à nouveau. Vous dites que l'un de ces souvenirs trompe ma vigilance, donc ça vous arrive parfois de ne pas penser tout le temps à vos enfants. Quand l'un de ces souvenirs trompe ma vigilance et assaille ma mémoire, je me tourne vers le ciel et je leur demande pardon, sincèrement. Je sais qu'ils disent là-haut, t'inquiète maman. Ouais. Est-ce que vous sentez coupable parfois de ne pas penser tout le temps? Non, ce qui me rend coupable, au début, oui. La première fois que j'ai pas pensé à Gaspard, notamment, enfin, je dis Gaspard parce que c'était le plus récent, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais comment tu peux ne pas penser à lui de la journée? Tu l'as déjà oublié, mais c'est pas de l'oubli justement du sentiment, c'est de l'oubli de la mémoire humaine. En fait, les souvenirs que j'évoque là, c'est pire que tout. C'est les petits manquements dans leur vie. Vous voyez, les moments dont je me souviens, les souvenirs, des moments où, je sais pas, Gaspard me demandait un truc, et je dis, écoute, non, là, c'est bon, j'ai pas le temps. Vous savez, quand on a des enfants, c'est ça. Et heureusement qu'on vit ça avec cette insouciance-là, sans imaginer le pire. Mais c'est ces manquements qui font mal. Je me rappelle une fois, Azélis avait besoin d'un soin, j'avais la flemme, j'ai attendu. Viens me dire bonsoir, mais c'est bon, je t'ai déjà dit. Vous savez, c'est tous ces petits manquements à l'amour que j'ai pas forcément. Et parfois, j'y suis retournée en disant, pardon, ma chérie, bien sûr, oui, je te fais ton soin. Évidemment que je reviens te dire bonsoir. Mais il reste des moments où on n'a pas fait ce geste-là. Et ça en tête quand ils sont plus là. Quand on peut plus restaurer l'amour à ce moment-là. Et dans ce cas-là, dans cette, pour moi, éternité hors du temps dans lequel ils sont, je me dis, j'aurais pas dit pardon sur le moment, je suis pas allée les prendre dans les bras comme je voudrais, je le fais en regardant le ciel, et je suis sûre que là où je dis, ouais, c'est pas un problème, maman, t'inquiète. On sait qu'à ce moment-là, tu l'as pas fait et que c'est pas grave. C'était juste un instant, c'est pas tout l'amour qui est en jeu. Vous dites dans le livre, même un parfum dans la rue peut vous faire pleurer.
Ah, oui. Est-ce que ça peut vous rappeler votre fille, si vous croisez même une odeur, un truc C'est ce qu'il faut jamais oublier quand quelqu'un est endeuillé. Hein. C'est que, oui, on perd ce qu'on aime une fois en entier. On les perd, à l'instant, on apprend leur mort, on les perd. Mais on les perd sans arrêt en détail. Et c'est ces détails qui font mal. C'est quand dans un parfum, en effet, moi je sens un parfum Azilis, j'ai mis un petit parfum à la fleur d'oranger, hyper connu, voilà, quand elle était bébé. Je sens ce parfum, c'est tout qui me pète à la figure. C'est pas juste le parfum, et c'est tout qui me pète à la figure, mais pas comme un souvenir heureux, c'est tout le manque d'elle qui m'assaille, et mes bras seront éternellement vides d'elle. Donc ce parfum, il communique tous les souvenirs, mais ça dure pas longtemps. Donc je me dis, ok, son absence est là, son absence matérielle est là, vis-la, et puis après, ça va passer. Si ça vous arrive autre qu'avec un parfum, parfois vous avez quelque chose et vous êtes submergé par l'émotion, dans la rue, quelqu'un peut ne pas comprendre. Ça m'arrive tout le temps. Le pire, c'est quand je vois de dos quelqu'un qui ressemble à Gaspard, et que j'ai l'impression de le voir. Ça m'arrive tout le temps. Quand je vois des jeunes, l'autre jour, il y avait des jeunes à la terrasse d'un café qui faisaient les couillons, enfin, ils faisaient du bruit, ils buvaient des bières, ils avaient l'air heureux tous ensemble, et je me suis dit... Je l'ai cherché au milieu d'eux. Je ne le connaissais pas, hein, je suis passée devant. Je l'ai cherché au milieu d'eux. Et ça m'a fait une peine immense, en fait. Une peine immense, mais qui est tellement normale et légitime. Voilà, donc, et puis une autre fois, je vais passer dans la terrasse de café, il va y avoir les mêmes jeunes en train de toujours faire les couillons en buvant des bières, et ça ne me fera pas cet effet-là. Et rien n'est programmé. Donc ça me demande une grande acceptation de ce que je vis à l'instant T. Vous leur parlez parfois aux enfants ? Je leur parle tout le temps. Ils me répondent pas, mais je leur parle tout le temps. Tout le temps, mais je leur parle. Je pense que les gens doivent prendre pour une barrée dans la rue parce que je parle à haute voix. Mais je parle pas toute seule, je leur parle à eux. Et je leur parle de trucs. Ah, t'as vu Ah ouais, t'as vu, c'est excellent. Voilà, je leur parle comme s'ils étaient là, parce qu'ils sont quelque part en moi, dans un endroit que seuls eux habitent. Ils sont là. Et je leur parle tout le temps. Une policière a gardé, après son décès, pour Gaspard, a gardé sa carte d'identité, enfin, naturellement, certes. Oui, naturellement, bien sûr. Et un jour, vous êtes allé la chercher, mais longtemps après son décès, enfin, je crois 1 an. Ah ouais, bien 1 an, ouais. 2 ans. 2 ans après son décès. 2 ans après son décès. Ah ouais, j'avais pas le courage. Pas le courage. Je pouvais pas. D'abord, c'était au commissariat, c'est pas très sympa d'aller au commissariat. Et puis, une carte d'identité, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est l'état civil, c'est voir écrit ce prénom. Ce prénom, c'est la façon dont on va nommer son enfant pour toujours. C'est sa photo. Et elle m'avait laissé un message en me disant j'ai la carte d'identité, venez la chercher quand vous voulez. Et j'ai pas eu le courage d'y aller. Et puis un jour, je suis passée devant et je me suis pas posé la question. Souvent, c'est ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller à l'instinct. Je suis rentrée et j'ai dit que je venais chercher la carte d'identité. Et la femme est descendue. C'était une jeune femme, je pense d'ailleurs qu'elle était pas tellement plus âgée que lui. Et quand elle m'a donné la carte d'identité, elle m'a dit « Ah, ça me fait quelque chose, parce qu'en fait, depuis qu'on en a parlé, je l'ai sur mon bureau, je la tiens à votre disposition. » Donc c'était 6 mois avant, elle m'avait appelé pour me dire « J'ai la carte. » Donc je l'ai sur... Et du coup, tous les matins, quand j'arrive au bureau, je lui parle. Je lui dis bonjour, et puis je dis « Ah ouais, voilà, t'es là. » Je lui parle. Elle l'a jamais vu, Gaspard, hein, et c'est très abstrait pour elle. Elle me dit « Ah, ça me fait quand même quelque chose de le quitter un peu là maintenant. » Et j'ai trouvé ça... hyper touchant qu'elle se soit attachée à lui de cette façon, mais j'ai été très heureuse de la récupérer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir des malaises et de ne pas raconter toute votre histoire quand vous êtes avec des gens en société qui ne connaissent pas votre histoire ? Et pour ne pas mettre mal à l'aise dans un dîner, dans une rencontre professionnelle ou personnelle avec des amis, mais qui ne vous... des amis, oui. On va dire d'amis récents, oui. Et qui vous dit, tiens, est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que parfois vous dites pas, ou alors est-ce que vous dites et ça peut gêner certaines personnes ? C'est ma hantise, hein, honnêtement. Et puis c'est quand même une question assez banale en soi. Les gens ne sont pas intrusifs en demandant combien il y a d'enfants. C'est ça, de s'intéresser à la personne. Oui, c'est une façon de s'intéresser. C'est dans la conversation commune et classique. Oui, c'est très compliqué parce que parfois on n'a pas envie de raconter. Moi, je peux pas dire que j'ai un enfant. Je l'ai dit une fois et c'était dissonant, quoi. J'avais l'impression de mentir. Et de se sentir coupable. Je me sentais hyper coupable, en fait. Je sais pas, non, ça allait pas, quoi. Mais j'ai pas toujours envie de raconter ma vie, même c'est souvent pas du tout envie de la raconter. J'ai pas envie de la raconter, non pas parce que ça va convoquer des souvenirs. Moi, ça me quitte jamais, vraiment. Mais c'est surtout, je sais très bien ce que ça va faire sur l'autre. Je sais très bien que ça va plomber la discussion. Je sais très bien qu'à partir de ce moment-là, celui qui est en face de moi, celui ou celle qui est en face de moi, il verra plus une femme, il verra une mère qui a perdu 3 enfants. Et j'ai pas envie de ça.
Mais je peux pas l'en empêcher, je peux pas. Et je comprends tout à fait ceux qui ont plus de mots, qui se battent, qui font demi-tour, qui vont parler à quelqu'un d'autre. Je les comprends complètement. Mais... Vous le ressentez, ça, parfois? Je le ressens tout le temps, tout le temps. Une fois, j'étais sur la plage. Voilà, moi, quand je suis en train de bouquiner, de bronzer aussi, même s'il faisait pas très beau. Et j'ai une copine qui passe avec une autre femme. Elle me rejoigne, et puis on se présente. La conversation est facile. Et puis la femme que je connaissais pas me dit, vous avez des enfants? Bref. Jusqu'au moment où je dis, oui, je suis amenée à lui dire que j'ai perdu 3 enfants. Et elle a reculé, enfin, instinctivement, elle a reculé. Et j'ai vu tout changer en elle, la façon dont elle me regardait. Mais moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais, sauf que je sais aujourd'hui, on a le droit, enfin, on peut être sidéré, mais qu'ensuite, si on définit l'autre par sa souffrance, on l'enferme dans sa souffrance. Moi, j'ai failli lui dire, non, mais je suis complètement normale, vous savez, je suis capable de faire... Parce que j'aurais pas du tout eu l'air normal en disant ça. Je peux faire la fête jusqu'à 6h du matin, aller faire de l'aquagym, c'est faux, mais faire de l'aquagym dans l'eau à 18 degrés, je suis comme vous. J'ai eu envie de lui dire, surtout, je vous en supplie, considérez-moi encore comme... Mais je peux pas lui en vouloir, de ne pas me considérer comme, pour l'instant, d'être sous le choc. Et finalement, elle dit, bon, il faut que je vous laisse, j'y vais. Et je lui dis, oui, bien sûr, pas de problème. Mais moi, je dirais toujours quand même la vérité. Alors, j'essaie de l'édulcorer, mais je dirais toujours la vérité parce que c'est la vérité. Dernière question, presque. Qu'est-ce que vous faites pour les anniversaires? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a les anniversaires, il y a plein de choses différentes. Moi, je souffre plus aux anniversaires de naissance qu'aux anniversaires de décès de mes enfants. L'anniversaire de Gaspard, on a les copains. Je parlais des anniversaires de naissance, là, en l'occurrence. Ouais. Mais il y a aussi ce qu'on fait des anniversaires de décès. Gaspard, on a il y en a la belle équipe qui débarque. Les 11. Les 11, voilà. Ils ne sont pas toujours 11 parce qu'ils sont un peu par Mons et par Vaux, mais on essaye d'avoir un moment pas festif, en tout cas, un bon moment ensemble. Alors parfois on est tout seul avec Arthur, parfois on est... Voilà. On ne souffle pas des bougies à leur place. On ne met pas un gâteau avec le nombre de bougies correspondant à leur nombre d'années. Et pour tout vous dire, moi, toujours secrètement, moi j'aime bien faire des jolies tables, j'adore ça, j'adore recevoir. Et je trouve qu'il y a ce qu'il y a à manger, puis il y a aussi la façon dont on présente. Mais personne ne le sait, mais en fait, dans la pièce, il y a en général allumé le nombre de bougies qui correspond à l'âge de l'enfant. Et quand tout le monde va se coucher, je fais la bonne nuit. Et moi, je souffle une à une les bougies. Voilà ce que je fais pour les anniversaires. Et souvent, j'ai Loïc qui me rejoint, qui le sait. Et discrètement, on souffle une à une les bougies correspondant au nombre d'années de notre enfant. Azilis aurait eu 18 ans, c'est ça, cette année? Vous avez fait quelque chose de particulier pour les 18 ans ou pas? Oui, on a fait quelque chose de particulier. Azilis, elle avait une amie. Une amie qui s'appelle Lucie. Ouais, mais une fille incroyable qui est comme notre fille. C'est la fille de son parrain, donc c'est aussi quelqu'un de proche. Et Lucie, elle continue à... Pour elle, sa meilleure amie éternelle, c'est Azilis. Et donc, pour les 18 ans d'Azilis, on s'est retrouvés avec Lucie et sa famille. Et on a fêté ça. Et surtout, on a imaginé Azilis à 18 ans, ce qui est impossible. Mais on dit, là, tu vois, elle serait allée boire une bière pour la première fois de sa vie. Enfin, je ne suis pas dupe, qu'elle aurait peut-être bu des bières avant, mais légalement pour la première fois de sa vie. Et on a vu, elle serait peut-être inscrite au permis de conduire, elle aurait passé son bac, on a imaginé tout ça. Et à la fois, ça nous a fait du bien, tout en sachant que c'était irréel. C'était une façon... Et Lucie, à un moment, s'est mise à pleurer très fort. Et on dit, ça va être là. Non, mais là, je ne devrais pas être avec vous, je devrais être avec elle et plein de copains en train de faire la fête. Et voilà, et on a dit, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est bien aussi d'être ensemble à ce moment-là. J'ai adoré cet anniversaire de 18 ans d'Azilis. C'est un lien, finalement, avec d'autres personnes. C'est incroyable. Incroyable, parce que ça a pu... Alors, ça sépare de certaines personnes, pour lesquelles... c'est insurmontable, qui ne comprennent pas, ou alors la souffrance rejaillit en eux d'une façon particulière, qui les tient éloignés de nous. Je respecte complètement, ça m'attriste souvent, mais je le respecte. Mais ça nous a rapprochés de beaucoup de gens. Parce qu'en fait, ça oblige à être en vérité. Ça oblige à être en vérité là où c'est tout ce à quoi on aspire. Je pense que quand on peut pleurer avec les gens, on peut se réjouir profondément avec eux aussi. Et nous, c'est ça qu'on connaît aujourd'hui. C'est cette réalité... Moi, quand j'ai une amie qui vient et qui pleure avec moi, je peux aller prendre une bonne bière après avec elle en parlant de futilité et du dernier shopping ou de la date des soldes qui tombe pas bien cette année-là. Non, mais avec autant d'intensité que mes larmes avant. Parce que tout est dit en vérité, tout est vraiment partagé dans un cœur à cœur. Vos amis doivent avoir moins de facilité à vous partager leur peine, non? Oui, mais... dire, attends, c'est un peu ridicule ce qui m'arrive à côté de toi, je peux pas me plaindre de machin ou machin. Ça, on fait tous ça, Ah oui. Non, on fait tous la hiérarchie de la souffrance.
C'est un écueil épouvantable. Il ne faut pas. C'est la chose la pire qu'on puisse faire, c'est de comparer les souffrances. Parce que oui, il y aura toujours pire que nous, mais c'est un peu. Alors, je ne sais pas si vos parents vous ont fait ça quand vous étiez petits, mais quand vous avez plus faim et que vos parents vous disent finis ton assiette et des enfants qui meurent de faim. Alors, c'est une forme d'empathie, de prendre conscience, mais c'est pas ça qui va vous ouvrir l'appétit. Vous pouvez faire un effort par solidarité, ok, mais c'est pas ça. Parfois, ils font exprès de pas manger pour manger des desserts aussi. Non, ouais, ça c'est vrai, mais ça c'est un autre problème. Moi, ça me dérange pas qu'on mange le dessert avant le plat, mais enfin, ça dépend. Mais c'est de se dire, moi, ce que tu vis, c'est ce que tu vis, et pour toi, c'est ta souffrance. Quand les 2 filles étaient à l'hôpital, la période qu'on évoquait tout à l'heure, quand on était à Marseille, évidemment, c'était la cata dans notre famille. Enfin, c'était un quotidien qui était ultra compliqué, inimaginable, et encore pour moi aujourd'hui. Et j'avais une copine qui m'appelait régulièrement, et en fait, pendant toute cette période, son conjoint l'a quittée. Mais elle me l'a pas dit. Alors qu'elle m'avait tout à fait dit l'avoir rencontré, enfin on se connaît depuis qu'on est jeune, on a toujours tout partagé. Et là, elle me dit pas qu'il l'a quitté. Elle me dit un peu, elle fait une gaffe, je lui dis mais toi ça va? Elle me dit bah tu sais depuis qu'il est parti, elle se retire, elle me dit. Et je lui dis mais comment ça il t'a quitté? Il me dit bah oui, il m'a quitté mais quand? Il y a 2 mois. Je dis mais tu me l'as pas dit? Il me dit bah non, je pouvais pas te le dire, c'est rien par rapport à ce que tu vis. Mais si, l'important c'est pas par rapport à ce que je vis, c'est elle ce qu'elle ressent, c'est la légitimité de sa peine. Que jamais on ne se dise ma peine n'en vaut pas la peine, en fait. Que jamais on se dise, allez, secoue-toi, change-toi les idées. D'abord, la souffrance, c'est pas une idée. Ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le cœur. Et même si ce qui génère de la souffrance est minime aux yeux des autres, pour nous, c'est important. Et ça, je trouve qu'avec notre jeunesse qui éprouve un profond mal-être, on peut leur dire, ils ont qu'à se secouer, les jeunes, etc. C'est important qu'ils le sachent. Que quelle que soit l'origine de leur souffrance, elle est légitime et elle appelle la même chose que des souffrances colossales, les mêmes mots pour consoler, les mêmes bras pour dire l'amour. Vous parlez de la jeunesse qui se sent mal. 2022, sondage Ipsos, au Institut de sondage, avec qu'un adolescent sur 2, c'est beaucoup, a des troubles de l'anxiété, qui se sent seul, qui se sent mal, et ça, c'est même plus que ça. Sur les 71% des jeunes se sentent seuls. Ah, c'est énorme. Énorme. Vous comprenez les chiffres? Oui, je le comprends. Je crois que je le comprends. J'ai entendu une autre phrase qui m'a fait encore plus peur. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas peur de mourir. Nous, à ma génération, nos grands-parents et tout, ils avaient peur de mourir. Eux, ils ont peur de vivre. Ils ont peur de la vie. Ils ont peur de ce qui les attend. Ils ont peur, quand on leur décrit le monde à venir, je parle du monde, de la planète, de la société, de tout. Tout est anxiogène. Ils ont l'impression qu'ils ont un poids, une responsabilité énorme. Et ils oublient juste que la seule chose qui compte, c'est qu'ils vivent leur vie. Que ce qui peut changer la planète, c'est qu'ils vivent leur vie en conscience et ajustés à ce qu'ils sont. Moi, j'ai créé un truc que j'adore, une association avec un projet qui, je crois, est une réponse à cette anxiété des jeunes. Ça s'appelle « Chaque histoire compte vraiment ». Et j'invite des lycéens à écrire le récit de vie d'une personne âgée en EHPAD. Pourquoi? Pas pour qu'ils se rendent compte que c'est dur d'avoir 17 ans aujourd'hui, mais c'était pire il y a des générations parce que c'était la guerre. Il y a une dame âgée qui a dit ça à une petite qui lui disait « Mais c'est dur d'avoir 17 ans aujourd'hui ». Elle disait, moi aussi, donc la jeune fille dit, oui, c'est dur d'avoir 17 ans parce que moi, je me suis engueulée avec mon copain, je me suis engueulée avec mes parents, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et puis la personne âgée dit, tu sais, moi aussi, quand j'avais 17 ans, c'était dur. Donc la fille dit, oui, parce que c'était la guerre. Non, parce que je m'engueulais avec mon amoureux, que je me disputais avec mes parents et que je savais pas quoi faire. Je pense que la meilleure façon de rassurer les jeunes, c'est de leur dire qu'ils appartiennent à une humanité, que bien sûr qu'il y a des avancées technologiques, sociétales, bien sûr qu'il y a une inconnue, mais que l'humanité est capable de beaucoup et qu'elle a déjà vécu beaucoup. C'est leur redonner confiance. Vous savez, dans l'épreuve, la première chose ébranlée, moi, quand je vous ai dit tout à l'heure, si Gaspard meurt, alors tout est possible, il n'y a plus rien, j'ai plus de garde-fou. Ce qui est ébranlé dans l'épreuve, c'est la confiance dans la souffrance, la confiance dans la vie. Comment je peux faire confiance à la vie qui me bombarde? La confiance en moi, je ne vais pas y arriver. La confiance en l'autre, comment il ne peut pas me rejoindre dans cette peine-là? Et ce qu'on restaure petit à petit, c'est cette confiance. Ce qu'il faut restaurer chez les jeunes, c'est leur confiance dans leur capacité à vivre leur vie. Vous faites des conférences parfois, au-delà du livre, vous passez des messages et du documentaire. Je rappelle, il s'appelle « Ajouter de la vie au jour », c'est aux éditions Les Arènes. Voilà, Anne-Dauphine Julian. Si vous voulez le chercher, je vous mets un lien cliquable directement sous la vidéo dans la description sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts, je vous le mets dans la description du podcast. Vous avez qu'à cliquer dessus, et vous pourrez le commander directement. C'est très simple.
Vous avez déjà eu une dame qui est venue vous voir après vous avez des témoignages parfois après les conférences quand vous parlez? J'en ai tout le temps. Et alors je dis pas conférence, comment je fais pas de conférence, je fais une rencontre. J'aime bien la rencontre parce qu'il y a la notion de partage. Et c'est vraiment ça. Je viens pas de façon professorale en disant, bah voilà, ça se passe comme ci, faites comme ça, il faut. Non, je raconte juste mon expérience. Et en racontant mon expérience de vie, mais qui est aussi la vie, j'ouvre la porte, en fait. Et je me rappelle de cette femme, 80 ans, je pense, qui vient me voir à la fin et qui me dit, moi, je suis triste parce que j'ai perdu ma grand-mère. Alors, je suis pas bonne en maths, mais si je fais le calcul, elle avait à peu près 80 ans. On est parents à cette époque un peu plus jeune, elle est 20 et 20. Ça veut dire que sa grand-mère, si elle me dit j'ai perdu ma grand-mère, j'imagine que sa grand-mère est morte à 120 ans, c'est peu probable. Et là, elle me dit non, mais je l'ai pas perdue maintenant, ma grand-mère. Je l'ai perdue quand j'avais 13 ans. On aurait pu dire depuis vos 13 ans, j'espère que vous êtes plus triste. Elle me dit j'ai été triste parce que j'ai pas été consolée. Parce qu'on m'a pas laissé vivre ma peine. Parce qu'on m'a dit non, c'est bon, secoue-toi, sèche tes larmes et tout. Et cette femme me dit, et à chaque fois que j'ai eu des choses à vivre dans ma vie, cette peine-là a rejailli. Et j'ai rien fait d'autre que de la serrer fort dans mes bras. Et après, elle m'a dit, je me sens un peu consolée. Tant d'années plus tard, consolée de cette peine-là. Oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire leur peine, mais pas que. J'ai beaucoup de gens aussi qui viennent me dire, merci, vous allez me permettre d'être plus heureux et de mieux aimer la vie. Ajouter de la vie au jour, et c'est pour ça que j'aime tant ce titre de ce livre que j'aurais voulu ne jamais écrire, et que je suis tellement heureuse d'avoir écrit, tellement heureuse d'avoir proposé et partagé. Ajouter de la vie au jour, c'est pas que quand les jours sont comptés, parce que finalement, ils sont toujours comptés. Ajouter de la vie au jour, c'est vivre. C'est vivre en donnant un peu à chaque instant un goût d'éternité, en investissant tout ce qu'on a à vivre. Et c'est valable autant pour vivre le bonheur, parce qu'on peut autant subir le bonheur que l'épreuve. Ajouter de la vie au jour, c'est vivre la peine et le bonheur, c'est vivre la vie tout court. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des couples qui ont des enfants et qui parfois ont l'impression de voir un petit truc anormal dans leur comportement ou qui peuvent être inquiets? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil qui pourrait être utile? Alors, moi, je crois beaucoup quand même en l'instinct parental. Je pense qu'une mère ou un père qui dit... Bon, sur les tout petits, c'est quand même souvent les mères qui disent « Je pense qu'il y a quelque chose ». Moi, je leur dirais « Écoutez votre instinct ». Écoutez votre instinct. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, vous dites pas « Mais non, tu te fais des films, c'est inquiétant d'avoir un enfant, etc. » Non. C'est vous le parent, c'est vous qui savez. C'est vous le parent, c'est vous qui savez. Et d'aller voir quelqu'un qui peut les éclairer, les rassurer ou les accompagner dans ce qu'ils ont à vivre. Vous dites pour finir dans le livre, à la fin, je voudrais oublier tout, vider ma mémoire, mais je sais que ce qui jamais ne s'efface ni ne s'oublie, l'amour. Ouais, la mémoire des sentiments. C'est... Moi, en toute honnêteté, si je pense à Thaïs aujourd'hui, Thaïs, je ne l'ai pas vue depuis 18 ans. La dernière fois que je l'ai vue, c'était une toute petite fille de 3 ans, 3 quarts. C'est assez irréel pour moi, Thaïs. Elle a quelque chose d'irréel. Oui, là, allez, je me concentre, je me rappelle bien de son visage, de ses grands yeux noirs, de ses petits cheveux blonds et tout, mais c'est pas ça dont je me souviendrai toute ma vie. C'est les sentiments que j'ai éprouvés pour elle. D'ailleurs, vous savez que tous les souvenirs qu'on a en nous, moi j'ai appris ça, si on a un souvenir, c'est parce qu'on a éprouvé une émotion. Et donc, moi, je ne reviens pas au souvenir vraiment du moment, j'essaye de retourner à l'émotion pour que les choses reviennent comme si je les vivais à nouveau. Et de temps en temps, il m'arrive, ça vient surtout se glisser dans mes rêves, mais même consciemment, il m'arrive d'avoir le sentiment de revivre un vrai moment avec mes enfants. Un moment que j'ai déjà vécu, je convoque les sentiments que j'ai éprouvés à ce moment-là et je me retrouve dans ce que j'ai ressenti et je ressens à nouveau exactement la même chose. Donc c'est comme si ça se passait dans l'instant. L'amour que vous portez à vos enfants est toujours le même depuis toutes ces années? Ça reste identique? J'espère qu'il grandit et qu'il est de plus en plus inconditionnel, en tout cas pour Arthur. Moi, là, on parle beaucoup de mes enfants décédés, mais j'ai appris, grâce à Arthur, à vivre avec les vivants. Quand on a quelqu'un décédé dans son entourage, on est très souvent tourné vers ceux qui sont partis et ceux qui sont morts. Mais tout l'enjeu, c'est de vivre avec les vivants et c'est de vivre pour les vivants. L'amour que je vais faire grandir aujourd'hui, c'est l'amour que j'ai pour Arthur. C'est celui-là que j'essaie de perfectionner. Même si je m'énerve pour des broutilles, je suis une mère comme une autre. Sauf que je sais à la fois la fragilité de la vie et sa force immense. Et je sais surtout que nos enfants ne nous appartiennent pas. Et que la plus belle chose qu'Arthur puisse faire, c'est vivre sa vie comme il a à la vivre. Vous dites que vous allez vivre avec votre peine, avec cette peine-là, ces peines qui se sont multipliées malheureusement toute votre vie. Est-ce que vous arrivez à être heureuse parfois? Très souvent. Là, par exemple, à l'instant T, je suis heureuse.
Parce que au début, je me suis dit que je ne serais pas plus jamais heureuse, évidemment, parce que j'imaginais qu'il fallait que j'ai un bonheur à l'échelle de ma souffrance pour le ressentir. Vraiment quelque chose d'immense, et je ne voyais pas ce que je pouvais avoir d'immense dans la vie qui pouvait me faire sentir heureuse. Et en fait, la première fois que j'ai ressenti du bonheur, c'était un détail. J'ai été émerveillée par un rayon de soleil sur un lac. C'est vraiment ça. Hein. Un matin, j'avais le cafard, j'étais dans le train hyper tôt. Il y avait un lac, le ciel était gris, le lac était gris, mon cœur était gris. Et puis tout à coup, la lumière a percé. Il y a un nuage il y a eu une trouée dans les nuages, le soleil a percé. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est magnifique. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à m'émerveiller. Et que finalement, c'était d'aller chercher le tout petit bonheur qui me permettait d'accéder au grand bonheur. Moi, mon grand bonheur, c'est du tout petit bonheur. Mais quand je suis heureuse, je suis pleinement heureuse. Mais pour moi, être pleinement heureuse, c'est pas être heureuse sans ma souffrance. C'est que tout cohabite dans un bon équilibre. Dernière question. C'est quoi vos 5 plus belles minutes de vie? J'en sais rien. Je sais pas parce que j'ai le droit de prendre des secondes et qu'ils vont faire des minutes ensemble. Pas facile comme question. Non, je pense que c'est toutes les fois où je me suis émerveillée. Émerveillée en rencontrant Loïc, émerveillée quand j'ai tenu mes enfants chacun dans les bras, émerveillée quand je les ai vus vivre leur vie avec tout ce qu'ils avaient à vivre, émerveillée quand j'ai vu le bonheur revenir tout doucement, émerveillée que la vie continue, émerveillée de continuer à aimer la vie. Je crois que mes 5 minutes plus belles, c'est à chaque fois que je réalise à quel point j'aime la vie. Merci beaucoup. Merci. Anne-Dauphine Julian. Je vous remets le livre qui apparaît à l'image, Ajouter de la vie au jour. Voilà, aux éditions Les Arènes. Lien cliquable sous la vidéo, comme promis. Voilà, vous racontez tout ce parcours-là, et je vous mets aussi en cliquable du podcast audio dans la description. Merci 1000 fois d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup, Anne-Dauphine, d'être venue jusqu'à nous. C'était un plaisir. Merci d'avoir le courage de parler de tout ça. J'espère que vous avez aimé l'émission. N'hésitez pas à la commenter. Est-ce que ça vous arrive de lire les commentaires sous les vidéos quand on fait des interviews ou pas? Ah bah oui, beaucoup, beaucoup. C'est vrai? Ouais, je les lis très souvent. Mais oui, parce que moi, ce que je viens chercher, c'est la rencontre, c'est l'échange. C'est pas juste, voilà, je vous propose ça, c'est partageons-le, comment vous le ressentez. Bon, alors n'hésitez pas à commenter l'émission sur YouTube, à la liker, à mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie, puis à vous abonner, ça nous aide beaucoup aussi sur l'algorithme. Pareil sur le podcast audio, donc sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On met 3 émissions, interviews ou reportages documentaires par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche sur Légende. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Merci encore à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Merci encore à Anne-Dauphine d'être venue ici sur Légende. Je vous embrasse fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo.